Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette assemblée municipale du Conseil de ville de la ville de Saint-Colomban. Nous sommes complets ce soir, nous sommes le 14 avril 2026, il est 19h, donc je déclare ainsi cette séance municipale ouverte. Je voulais commencer en adressant toutes mes sympathies, mes condoléances, je pense en mon nom et au nom du conseil municipal, à la famille de Béatrice Daou, qui est décédée jeudi dernier. Madame Daou a été une bénévole engagée depuis plusieurs décennies à la ville de Saint-Colomban, notamment par l'entremise de son implication à l'intérieur du mouvement des personnes handicapées Saint-Colomban-Saint-Canut et beaucoup aussi au sein de la fabrique de Saint-Colomban. Donc, c'était une fière résidente de Saint-Colomban qui habitait dans le secteur du lac Capri. Donc, j'ai de très, très bons souvenirs depuis un très jeune âge de Mme Daou. Donc, je le répète au nom du conseil, en mon nom, là, toutes mes condoléances, toutes mes sympathies à la famille. Sachez que votre mère, votre membre de la famille, votre conjointe était une personne formidable, engagée avec une énorme générosité et un grand cœur. Donc, toutes nos sympathies. Ça nous amène à l'adoption de l'ordre du jour. Ça prend quelqu'un qui propose. Il n'y a pas de retrait ni d'ajout séance tenante. Valérie Gravel, je l'ai proposé. Merci, Mme Gravel. Période d'intervention réservée aux élus. Donc, on revient en ordre ce mois-ci. Monsieur Alain. Oui, merci. Bonsoir. Je vais faire un petit retour sur un événement qui a eu lieu la semaine dernière, en fait, le 9 avril. C'était en fait le cocktail des finalistes de l'industrie, en fait, de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Rivière-du-Nord. Magnifique événement. Il y avait plusieurs entreprises qui étaient présentes. J'ai eu la chance d'être avec notre maire, bien entendu, durant cette magnifique soirée-là. Faire une histoire courte, ça nous mène en fait au Gala Zénith. Le Gala Zénith de la Chambre de commerce, c'est un événement annuel, c'est incontournable pour la reconnaissance des entreprises, organismes membres qui contribuent activement au dynamisme économique de la région. C'est environ 400 membres de la communauté d'affaires qui se rejoignent ensemble une fois par année pour célébrer le succès, la croissance, la résilience, la créativité, l'expertise et le sens des affaires des entreprises locales dans notre région. Je vais en profiter pour faire un petit salut bien particulier parce qu'on a été super bien représentés du côté de Saint-Colomban cette année. Il y a eu des belles nominations qui ont été faites. Donc, si j'en oublie, vous tenez-moi-en pas rigueur. Il y avait du monde, il y avait beaucoup de noms aussi, mais il y avait M Fantasy Bijoux Artisanaux qui était là, Fleur Ali et compagnie, La Maison Yoga et aussi Guerrilla Studio qui ont été nommés. Donc, ce que ça veut dire, c'est, premièrement, félicitations. Deuxièmement, c'est qu'on se donne un rendez-vous le 9 mai prochain pour voir qui pourra repartir avec le précieux trophée. Donc, voilà, c'est tout pour moi ce soir. Merci, M. Alain. Mme Wilson? Non. Pas de parole ce mois-ci. Mme Dorèche? Oui. Alors, moi, c'est un petit rappel concernant le spectacle d'humour qui va avoir lieu le 25 avril prochain au centre communautaire. Il reste encore quelques billets. Pour les adultes, c'est 25 $. Et c'est gratuit pour les jeunes de 15 à 17 ans. Je vous souhaite une bonne séance. Déjà, plus d'une centaine de billets vendus, qu'on me disait aujourd'hui. Oui, je n'ai pas entendu. Ouais. Madame Bastien? Oui, merci. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Je vous annonce que le marché nourricier arrive déjà. Donc, ça va avoir lieu le 9 mai prochain, de 9h à 16h. Ça va être ici au marché nourricier du jardin Wierzbicki, également aussi au Parc Félan. Donc, au jardin communautaire Wierzbicki, c'est ça? Wierzbicki. Wierzbicki. Assez difficile à prononcer, je m'en excuse. Donc ici, au jardin communautaire, on va avoir des plants pour le potager, des produits locaux aussi à découvrir. La ville offre encore une fois des arbres gratuitement ainsi que du compost que vous pouvez venir chercher. Vous pouvez aussi avoir une réduction de prix sur des tests d'eau. Donc, n'hésitez pas à amener votre eau de puits, plutôt d'aller chercher vos pots ici pour aller tester votre eau ensuite. Il va y avoir aussi des spécialistes passionnés là, prêts à partager avec vous leurs conseils sur toutes sortes de sujets. Là, je pense aux poulaillers, par exemple, sont là chaque année, et ainsi de suite. Ensuite, au Parc Félan, juste à côté, on va avoir nos artisans locaux. On va avoir des décorations uniques pour la maison, des produits éco-responsables, des plein de cadeaux faits avec amour pour la fête des mères, aussi pour gâter nos enseignants, enseignantes en fin d'année. Donc, n'hésitez pas à aller chercher des idées cadeaux là-bas. Le tout se déroulera évidemment dans une ambiance festive et chaleureuse. Il va y avoir un camion cuisine de rue, chansonnier et plus encore. Donc, on vous attend en grand nombre le 9 mai prochain. Merci, Mme Bastien. Mme Gravel?
Oui, bonsoir. Je vous parle d'un sujet très intéressant ce soir. C'est l'annonce de la saison estivale. Alors, je parle des abris d'hiver. Donc, vous savez, à Saint-Colomban, il y a une date limite pour faire le retrait. C'est le 1er mai. Ce n'est pas le 15 avril comme d'autres villes. Nous, on vous donne du temps. Donc, c'est le 1er mai. Et sachez que nos inspecteurs circulent après cette date butoir pour malheureusement émettre des constats. Donc, si vous voulez éviter un constat d'infraction, je vous invite à retirer votre abri d'hiver qui a été là beaucoup trop longtemps. Donc, le 1er mai. Et l'hiver est officiellement terminé. Alors, bonne soirée. Merci. Madame Gravel, Madame Scriven? Non. Oh, Madame Rabi-Beaulieu. Oui, alors il me fait plaisir de parler de l'événement Embellis ton quartier. C'est un événement qui existe depuis déjà un bon moment, mais qui a, dans les dernières années, connu une recrudescence et une grande popularité. Donc, on est maintenant rendu avec 2 autobus électriques pour transporter nos vaillants bénévoles, donc l'escouade verte là, de bénévoles qui vont sillonner les rues de la ville, pour la collecte des déchets. Donc, les autobus sont complets. Par contre, on invite quand même là les citoyens à participer à l'événement en nettoyant leur quartier, leur rue, leur parc. Donc, voilà, c'est un événement qui se tiendra le 3 mai. Et voilà, je vous invite à participer. Merci. Merci, puis ça nous permet aussi de voir tous ceux qui n'ont pas démonté leur abri Tempo. Oh! C'est pas vrai, c'est pas vrai. Des notes. Madame Lapointe. Rien à dire ce soir, merci. Ah, d'accord. Donc, on passe au point suivant. 2.1.2, période d'intervention du public concernant les sujets à l'ordre du jour. Donc, c'est une période de questions qui est à la disponibilité des gens dans la salle, des gens en ligne, avant la tenue de vote des membres du conseil. Donc, si vous avez des points à l'ordre du jour pour lesquels vous avez besoin d'informations, vous voulez plaider quelque chose qui sont en lien avec les décisions à prendre, c'est le temps de le faire. Si c'est pour tout autre sujet d'intérêt public, il y a aussi une période de questions à la fin de la séance qui est mise à votre disposition là, pour nous informer ou nous questionner sur les sujets plus généraux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non. Donc, on poursuit. En suivi, donc, le point suivi, c'est un point qui est dédié à des questions qui n'auraient pu être répondues le mois précédent. Donc, dans le cas qui nous concerne, tout avait été répondu séance tenante, donc je n'ai pas de suivi à faire. Et je sais qu'il y a eu des suivis qui ont été faits durant le mois, donc pour des interventions précises. Là, c'était bien écrit dans mon rapport. Les services ont bien pris soin de communiquer avec les gens qui avaient des questions un petit peu plus techniques ou concrètes là, sur le territoire. 2.1.4, dépôt du procès-verbal du comité consultatif de l'agenda 21 local du mois de février 2026. La rencontre s'est tenue le 23 février dernier. 2.1.5, appui de la ville de Mirabel, demande au gouvernement du Canada relative à la portion du tracé en sol mirabellois du TGV Québec-Toronto. Donc, les élus municipaux ont fait plusieurs représentations au cours des dernières semaines. Encore la semaine dernière, j'étais en entrevue avec Mario Dumont pour plaider la position des villes et des représentants municipaux quant au tracé du train grande vitesse Québec-Toronto. Donc, considérant le projet du gouvernement du Canada d'implanter un train à grande vitesse entre Québec et Toronto, traversant le territoire de Mirabel au Québec, considérant que certaines dispositions contenues dans le projet de loi C-15 actuellement à l'étude du Comité permanent des finances visent à accélérer l'exécution de certains projets d'intérêt national, dont le projet de TGV reliant Québec et Toronto, projet de loi qui a été adopté depuis. Considérant que l'application de cette loi pourrait permettre de contourner des protections mises en place par la loi fédérale sur l'expropriation, telle que dénoncée par le député fédéral M. Jean-Denis Garon, la Chambre des communes. Considérant l'historique douloureux pour près de 1700 familles de Mirabel touchées dans les années 60 et 70 par des expropriations massives et la saisie de 97 000 acres de terre par le gouvernement fédéral pour la construction de l'aéroport de Mirabel. Considérant l'importance pour les citoyens et agriculteurs mirabellois concernés que les démarches entreprises soient réalisées dans le plus grand des respects, marquées par la tenue de réelles consultations, rencontres et négociations. Considérant que la région des Laurentides est la 4e en importance démographique au Québec après Montréal, la Montérégie et la capitale nationale. Considérant que la ville de Mirabel et MRC limitrophes représentent près de 80 % de la population régionale des Laurentides, surpassant ainsi la population de la ville de Laval. Il faut savoir qu'on est plus de 675 000 personnes dans la région des Laurentides au complet, du nord au sud. Considérant que le site aéroportuaire YMX Aérocité internationale de Mirabel
est un site de calibre mondial, une zone d'innovation stratégique et économique reconnue, regroupant des leaders de l'aéronautique et des technologies avancées, comprenant la mobilité aérienne avancée, l'intelligence artificielle et la défense, ainsi qu'un important bassin de main-d'œuvre. Considérant que le gouvernement fédéral se doit de considérer dans l'établissement du trajet de son TGV que le territoire mirabellois est composé de multiples terres agricoles, de milieux naturels, de plusieurs bâtiments patrimoniaux, de parcs industriels et de noyaux urbains, considérant que l'utilisation des terres fédérales existantes, dont un vaste territoire actuellement sous-exploité, constituerait un geste réparateur envers les familles mirabelloises touchées par les expropriations passées, tout en créant un projet structurant pour les générations futures. Considérant que le site aéroportuaire dispose des infrastructures et de l'espace nécessaire pour accueillir une gare ferroviaire moderne avec facilité d'accès et stationnement. Considérant que l'un des objectifs poursuivis par le projet de train grande vitesse est de relier des grands centres économiques du Canada et que Mirabel abrite le troisième pôle aéronautique en importance au monde après la présence de nombreuses... en importance, avec la présence et non après, de nombreuses compagnies internationales comme Airbus, Pratt & Whitney, Safran, Bell Flight, L3 Harris, considérant que le site aéroportuaire est en pleine expansion et est en soi un levier de développement économique majeur avec des espaces disponibles, considérant les fortes probabilités de réalisation du TGV du gouvernement du Canada et qu'en conséquence, le Conseil de ville de Mirabel requiert que ce projet se concrétise dans le respect pour ses citoyens, il est proposé que la ville de Saint-Colomban demande au gouvernement du Canada de présenter un corridor d'études intégrant le site aéroportuaire de Mirabel, minimisant l'impact sur les zones résidentielles et agricoles et priorisant l'utilisation des terres fédérales existantes acquises lors de la construction de l'aéroport de Mirabel. Que la ville de Saint-Colomban demande l'implantation d'une gare sur le site aéroportuaire de Mirabel qui répond à l'ensemble des facteurs clés d'implantation définis par le bureau de projet ALTO, c'est-à-dire un accent mis sur l'accessibilité, l'intermodalité et le développement économique. Que cette résolution soit transmise au très honorable Premier ministre du Canada, au ministre fédéraux des Transports, des Infrastructures, de l'Intelligence artificielle et de la Défense nationale, ainsi qu'aux représentants des gouvernements du Canada et du Québec. Est-ce que quelqu'un me propose? Jessica Ravi-Beaulieu, je la propose. Merci, Mme Ravi-Beaulieu. 2.1.6. Acceptation des obligations municipales et engagements financiers, programme de rénovation des habitations à loyer modique, PRHLM. Donc, on s'est fait présenter un projet qui suggérait des éléments de rénovation, de réparation à l'intérieur de notre bâtiment qui est situé un peu tout juste à côté de l'école des Hauts-Bois, donc qui abrite 10 logements. Je me mélange toujours entre 10 et 12, 10 logements. Donc, il est proposé que la Ville de Saint-Colomban demande au gouvernement du Canada... Il est proposé d'assumer une contribution financière municipale équivalent à 10 des coûts admissibles des travaux, conformément aux conditions du programme PRHLM. Ces travaux concernent des éléments à l'intérieur du bâtiment, donc il y a, au niveau de l'entrée. Il m'en manque un, là, je n'ai pas la liste ici, est-ce que vous vous en rappelez? Voilà, plancher. Donc, on remplace des tapis, je pense. C'est ça. Donc, d'imputer cette dépense n'excédant pas 4 800 $ aux activités de fonctionnement au poste budgétaire 02 520 00963. La loi nous oblige à assumer 10 des coûts. Donc, ça présume des travaux d'une valeur de 48 000 $. Que la Ville de Saint-Colomban pourra, si nécessaire, recourir à un règlement d'or pour afin de financer cette contribution municipale conformément aux dispositions prévues par le ministère des Affaires municipales et sous réserve des approbations requises. Que cet engagement financier vise l'ensemble immobilier EI 2334 situé sur le territoire de la Ville de Saint-Colomban et les travaux spécifiques identifiés. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je vais le proposer. Merci beaucoup. 2.1.6. Acceptation des obligations municipales et engagements financiers, programme de rénovation des habitations à loyer modique. Donc, c'est moi, hein, je m'étais trompé, hein, j'avais tourné la page. Donc, c'est la même réseau, je m'excuse. J'ai fait ça. C'est pour ça que je n'avais pas la liste. Je comprends, elle était nommée là. Donc, je m'excuse. Ben oui, 2.1.7. Autorisation de signature d'une entente avec le Centre d'action bénévole Saint-Jérôme relativement à la tarification des services de transport et d'accompagnement. Considérant que la Ville désire conclure une entente avec le Centre d'action bénévole de Saint-Jérôme relativement à la tarification des services de transport et d'accompagnement, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer une entente relative au projet de services de transport et d'accompagnement, d'imputer cette dépense n'excédant pas 500 $ aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 130 00 310. Donc, c'est un projet pilote. Ça va, c'est pas grave. Ça va servir à couvrir
Ça va servir à couvrir les déplacements des bénévoles qui partiraient de Saint-Jérôme à Saint-Colomban pour venir chercher des bénéficiaires, pour les amener notamment pour obtenir des services de santé ou des services de proximité. Donc, on plafonne ce montant-là à 500 $. 2.1, est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je vous le propose sans surprise. Merci beaucoup, Mme Rabier-Beaulieu. 2.1.8, autorisation de signature d'une entente avec le Centre d'entraide de Saint-Colomban, embauche d'une travailleuse de milieu ou d'un travailleur. Considérant que la Ville désire conclure une entente avec le Centre d'entraide, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence, la maire suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer l'entente précédemment citée. Donc, c'est une embauche qui sera assumée financièrement entièrement par le centre d'entraide. Donc, c'est une entente qu'on a avec eux, là, suivant une résolution qu'on avait adoptée, je pense, il y a quelques mois. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Derège, je vais proposer. Merci, Mme Derège. 2.1.9, autorisation de signature, acquisition du lot 2 079 372. Donc, considérant que le lieu précédemment nommé a fait l'objet d'une procédure de vente pour non-paiement de l'impôt foncier et a été adjugé à la Ville de Saint-Colomban le 15 juin 2023 en vertu du certificat d'adjudication numéro 28091512. Considérant que l'immeuble n'a pas été racheté et n'a pas fait l'objet d'un retrait dans l'année qui a suivi le jour de l'adjudication, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de confirmer son titre de propriétaire du lot ci-avant mentionné par acte d'acquisition, il est proposé de mandater un notaire afin de préparer tous les documents relativement à cet acte d'acquisition et d'autoriser le maire ou en son absence la maire suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer les documents requis à l'acquisition du lot 2 079 372. Il est entendu que tous les frais d'acquisition sont aux frais de la Ville de Saint-Colomban. Est-ce que quelqu'un propose? Agla Scriven, je vais le proposer. Merci. Mme Scriven, 2.1.10. Droit de préemption, avis de l'intention d'aliéner, ça touche le lot de 2 078 252. Donc, considérant que nous avions adopté le règlement 1028 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être acquis. Considérant que le lot précédemment nommé du cadastre du Québec est visé par le règlement 1028 et que la Ville a inscrit à son égard un avis d'assujettissement. J'ai essayé de dire le S et le J en même temps. D'assujettissement au droit de préemption du registre foncier du Québec, considérant que le propriétaire de l'immeuble visé par l'avis d'assujettissement a notifié à la Ville le 26 mars 2026 un avis d'intention d'aliéner l'immeuble, ainsi que tous les documents requis conformément à l'article 3 du règlement 1028, tel qu'amendé de l'article 572.0.4 de la loi sur les cités et villes, considérant que la Ville doit, dans les 60 jours suivant la notification de l'avis d'intention d'aliéner un immeuble, notifier au propriétaire un avis de son intention d'exercer son droit de préemption et d'acquérir l'immeuble au prix et aux conditions qui y sont énoncées. Considérant qu'après étude et analyse des documents soumis le 26 mars 2026, la Ville ne souhaite pas exercer son droit de préemption, il est ainsi proposé de renoncer à l'exercice du droit de préemption relativement au lot nommé et d'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à radier l'avis d'assujettissement sur le lot 2 078 252 du cadastre du Québec conditionnellement à ce que l'aliénation projetée se réalise le tout conformément à l'article 572.0.5 de la loi sur les cités et villes. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je vais le proposer. Merci, Mme Lapointe. 2.1.11, autorisation de paiement. Entente de collaboration avec le ministère du Transport et de la Mobilité durable relativement aux travaux du chemin de la Rivière-du-Nord. Vous avez le montant qui est en jeu derrière moi et les travaux qui sont concernés. Donc, ça touche l'intersection chemin Rivière-du-Nord, Montée-de-l'Église, où il va y avoir d'importants travaux réalisés principalement par le ministère des Transports et de la Mobilité durable et accessoirement par la Ville de Saint-Colomban. On va s'occuper vraiment d'une portion de piste cyclable qui va relier la rue du Pérideau avec la montée de l'Église. Donc, considérant que la Ville doit procéder au paiement de sa contribution financière en vertu de l'entente, il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 96 078,91 $, incluant les taxes applicables, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 22-300, 86-711, projet de 2024-11. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je vous le propose. Merci. 2.1.12, autorisation de participer à la soirée bénéfice de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme. Donc, considérant que la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme organise la soirée bénéfice Accordons afin de soutenir sa mission, considérant que Mme Isabelle Lapointe désire participer
participer à cette activité. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que vous y participez, Madame Lapointe. Il est proposé d'autoriser l'achat d'un billet au coût de 185 $ plus les taxes et frais applicables, d'imputer cette dépense à même les activités de fonctionnement au code budgétaire 0210 08 998. Donc, on a l'opportunité souvent de donner directement de l'argent à des fondations là, pour là, c'est des fondations, ça peut être aussi des organismes. Puis l'orientation qu'avait décidé de prendre le conseil il y a quelques mois, sinon quelques années, c'était plutôt, au lieu d'envoyer des chèques de fondation, c'était plutôt de participer à des événements selon la volonté des membres du conseil. Là, dans le cas qui nous concerne ici, ça touche la fondation du Cégep de Saint-Jérôme. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. 2.1.13, c'est pris à même votre budget aussi de participants. Vous avez un budget qui vous est consacré pour faire de la représentation. 2.1.13, modification de la résolution 94-03-2026 relative à un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Rivière-du-Nord. Donc, on avait voté une résolution le mois dernier à cet effet. On vient modifier la résolution 94-03-2026 afin de retirer et remplacer les conclusions de la résolution par les suivantes. Ça vient dire plutôt qu'on accepte la proposition de partenariat de la Chambre de commerce et d'industrie Rivière-du-Nord, qu'on autorise le maire ou en son absence la maire suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer l'entente de partenariat annuel 2026 avec la Chambre et d'imputer cette dépense n'excédant pas un montant de 5 000 $, excluant les taxes applicables aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 702 90 970. Toutes les autres dispositions de la dite résolution demeurent inchangées. Est-ce que quelqu'un propose? Oui, Philippe Alain, je vais proposer. Donc, c'est vraiment le terme excluant les taxes applicables qu'on vient modifier. 2.1.14, merci M. Alain. Adoption du règlement numéro 1002-2026-01, modifiant le règlement numéro 1002-2026 sur la tarification de l'ensemble des services municipaux. Il y avait un avis de motion qui avait été donné par Mme Gravel le 10 mars dernier. Constatant que le projet de règlement numéro 1002-2026-01 a été modifié afin d'ajuster les heures de location de la place du marché, d'ajouter une tarification pour la location du terrain de soccer du parc Félan et d'ajouter une tarification pour les services de numérisation de tout plan de construction ou tout autre plan semblable. On parle de plans d'importante dimension, étant donné qu'on a fait l'acquisition d'une imprimante le permettant. Considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance sur le site Internet de la Ville, il est proposé d'adopter le règlement 1002-2026-01, modifiant le règlement numéro 1002-2026, tarification de l'ensemble des services municipaux 2026. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, a proposé. Merci, Mme Gravel. 2.1.15, adoption du règlement numéro 1005-2026-06, modifiant le règlement numéro 1005-2025, portant sur la gestion contractuelle. Donc, l'avis de motion avait été aussi donné le 10 mars dernier par Mme Dorèche, constatant que le règlement a été mis à la disposition de la Ville dès le début de la séance, sinon sur le site Internet. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1005-2026-06, modifiant le règlement numéro 1005-2020, portant sur la gestion contractuelle tel qu'amendé. C'est un règlement qui contient 16 articles. On vient spécifier les exigences qui sont imposées là, par une modification de la loi, la LCOM, ça, c'est des impositions qui sont faites par le gouvernement du Québec. Donc, on vient spécifier des catégories d'achat pour des entreprises ou des services qui seraient offerts par des entreprises du Québec et du Canada. On vient définir qu'est-ce qu'une acquisition responsable dans notre règlement. On vient aussi définir le comité de sélection pour analyser les soumissions qui sont en lien avec les entreprises qui répondent à nos devis et nos appels d'offres. On vient définir qu'est-ce qu'un fournisseur local, donc un fournisseur de Saint-Colomban. Les mesures aussi entourant les contrats de gré à gré, ainsi que les contrats par pondération et pointage. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Dorèche, je propose. Merci, Mme Dorèche. 2.2.1, approbation et adoption des procès-verbaux du mois de mars 2026. Donc, il est proposé d'approuver et d'adopter tel que présenté les procès-verbaux suivants. Il y a d'abord eu un procès-verbal de l'Assemblée de consultation publique du 10 mars dernier. Le procès-verbal de la séance ordinaire qui suivait cette consultation à la même date. On a effectué un procès-verbal de correction du 12 mars 2026 et il y a eu un procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 mars 2026 où notamment on a octroyé le contrat de gestion de l'écocentre à Tricentris. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, a proposé. Merci beaucoup. 2.3.1, dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 31 mars 2026. Ça correspond à un montant de 1 245 519 $ et 43 sous.
C'est suivi par le point 2.3.2 qui est aussi un rapport. Donc, c'est un dépôt du rapport des états comparatifs au 31 mars 2026. Donc, c'est un dépôt qu'on fait à chaque trimestre annuel. Il y a eu une rencontre là, des membres du comité des finances la semaine dernière, donc auquel Mme Gravel et Mme Wilson ont été convoqués. Donc, c'est un dépôt. Si jamais vous avez des commentaires à faire, vous êtes bienvenus. Sinon, on poursuit. On poursuit. 2.3.3. Dépôt du rapport d'activité du trésorier conformément à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Donc, conformément à l'article 513 du chapitre 13 de la loi sur les élections et référendums dans la municipalité, M. Hainaut, qui est notre trésorier à la Ville de Saint-Colomban, dépose au conseil municipal le rapport d'activité du trésorier pour l'exercice financier du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. 2.3.4. Dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement tenu le 31 mars et le 1er avril 2026 relativement au règlement d'emprunt numéro 2048 décrétant des travaux de mise aux normes du barrage du lac Légaré et autorisant un emprunt d'1 310 000 nécessaire à cette fin. Madame Adam, est-ce que je prête ma voix à votre lecture? Oui. Donc, au nom de Léane Adam, greffière de la Ville de Saint-Colomban, je certifie que le nombre de personnes habiles à voter concernant ce règlement pour permettre l'autorisation d'un montant d'1 310 000 nécessaire à la mise aux normes du barrage du lac Légaré était de 14 098, donc c'est le nombre de personnes habiles à voter. Que le nombre de signatures requises pour un scrutin référendaire soit tenu était de 1421, et que le nombre de signatures obtenues pendant ces 2 jours est de 0. Que le règlement numéro 2048 décrétant des travaux de mise aux normes du barrage du lac Légaré et autorisant un emprunt d'1 310 000 nécessaire à cette fin est réputé avoir été approuvé, non pas éprouvé, par les personnes habiles à voter. C'est aussi un dépôt. 2.3.5. Retrait de l'eau de la vente pour non-paiement de taxes. Donc, c'est un exercice annuel qui a lieu à chaque année au mois de juin, principalement dans la ville de Saint-Jérôme, ou normalement dans la ville de Saint-Jérôme, ce sera encore le cas cette année. Donc, on retire 5 lots parce que ces immeubles visés par la vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier concernent 2 réseaux d'aqueducs, à savoir les lots 1 671 713, 1 671 716, 1 990 403, 2 401 162, 2 401 163, considérant qu'il n'est pas dans l'intérêt des citoyens desservis par ces réseaux qu'un tiers puisse en faire l'acquisition. Il faut savoir, souvent, dans ces exercices-là, les gens achètent des terrains sans savoir qu'est-ce que c'est. Donc, on veut éviter la surprise à de potentielles personnes de faire l'achat d'un aqueduc privé et d'en assumer les responsabilités. Ce serait un capharnaüm pour les citoyens qui sont desservis par cet aqueduc et aussi pour nous, je dois l'avouer. Et donc, on propose de mandater la direction générale afin de retirer les lots précédemment mentionnés de la vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier et d'en informer la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, laquelle est responsable. La dite vente, est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais proposer. Merci beaucoup. 2.3.6, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 1001-2026-01, modifiant le règlement numéro 1001-2026, décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et la tarification de différents services municipaux pour l'année 2026. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais vous la donner, M. le maire, Daniel Dorèche. Merci, Mme Dorèche. Donc, le règlement concerne un ajustement de la tarification de l'eau pour les immeubles commerciaux et institutionnels, notamment sur les aqueducs publics. Donc, on vient ajuster le seuil de consommation régulier à 500 mètres cubes donc qui pourrait jusqu'à 500 mètres cubes où il sera appliqué une tarification régulière. C'est après 500 mètres cubes qu'il va y avoir une tarification progressive en fonction de l'excédent d'eau qui est consommé. Ça va être adopté le mois prochain. 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 27 février 2026 au 30 mars 2026. Madame Scriven. Oui, bonsoir. Donc, conformément à l'article 38 du règlement 10-18-2026 concernant la délégation de pouvoir, suivi budgétaire et gestion de la dette, abrogeant et remplaçant le règlement 10-18-2020, tel qu'amendé, la directrice des ressources humaines dépose le rapport des ressources humaines couvrant la période du 27 février au 30 mars 2027. Donc, nous avons 2 nominations, 4 embauches, 3 départs et 1 stagiaire.
Aux communications. Aux travaux publics. On en a 2. Mais celui-là, c'était aux communications? Dans le rapport? Oui. Je fais appel à votre mémoire, Oui. Mme Scriven. Qui fait défaillance? Oh, désolé. Parfait. Oui, aux communications. D'accord. 2.4.2, autorisation de signature d'une entente de transaction et quittance considérant l'entente intervenue conformément au rapport de la directrice du service des ressources humaines portant le numéro 160-14. Il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la maire suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer pour et au nom de la ville de Saint-Colomban. L'entente telle que soumise, la présente résolution ne peut en aucun cas constituer une renonciation aux droits protégés par le secret professionnel ou toute autre clause de confidentialité, et ce, nonobstant les documents qui y sont allégués. Est-ce que quelqu'un me propose? Ayla Scriven, bien sûr. Merci, Mme Scriven. 2.5.1, adoption de la politique 8027-2026-02, portant sur les partenariats. La résolution dit tout. Donc, on veut adopter la présente politique. La modification qu'on vient y faire, c'est on vient ajouter une catégorie partenaire rassembleur. Donc, c'est une catégorie de partenariat qui permet soit de s'associer à un événement principal ou le marché public, ou sinon de pouvoir participer ou d'être partenaire pour 3 événements qui génèrent un petit peu moins d'achalandage, qu'on catégorise secondaire. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci beaucoup. Ça va répondre à plusieurs besoins des entreprises là, qui cherchaient à être partenaires dans nos événements sans être partenaire principal. 2.5.2. Autorisation de signature d'entente de partenariat avec la microbrasserie Dieu du ciel et distillerie des Trois-Lacs. Considérant que la Ville désire conclure des ententes de partenariat avec les entreprises que je viens de nommer. Dans le cas de Dieu du ciel, c'est pour le marché public, le Festi-Rock et Folk de nature, alors que pour la distillerie, c'est dans le cadre du marché public. Je crois comprendre entre les branches qu'il y aura des événements de dégustation sous une formule que je ne peux annoncer encore. Considérant la politique 8027-2026-02 relative au partenariat, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la maire suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer des ententes relatives au partenariat. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je vais proposer. Merci, Mme Lapointe. 2.5.3, octroi de contrat, fabrication et installation d'enseignes et affichage de bâtiments signalétiques phase 4. Donc, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour fabrication et l'installation d'enseignes et affichage de bâtiments. Considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 30 mars 2026, vous avez 2 prix derrière moi. D'abord, les enseignes Perfection et non Perception incorporées, 46 610 $ et un prix venant de Communication Tremblay-Ménard au montant de 48 616 $ et 8 sous. Donc, considérant la recommandation de la directrice du service des communications, il est proposé d'octroyer le contrat aux entreprises les enseignes Perfection, et ce, conformément à leur soumission datée du 30 mars 2026 au montant de 46 610 $, excluant les taxes applicables et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement financées par le fonds de roulement et remboursables sur 5 ans au code budgétaire 22-100-00726, projet 2021-08. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je vais proposer. Merci, Mme Lapointe. 2.5.4. Octroi d'un budget pour la mise à niveau de l'équipement audiovisuel de la salle du conseil municipal. Donc, considérant qu'on désire mettre à niveau l'équipement audiovisuel, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'achat de matériel et de faire appel à des services externes en ce qui concerne l'installation de l'équipement, on propose d'octroyer un budget maximal de 20 000 $ excluant les taxes afin de procéder à la mise à niveau susmentionnée, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement financées par le fonds de roulement et remboursables sur 3 ans au code budgétaire 22-100-00710, projet 2026-11. Donc, on vient changer les caméras, la console. Donc, on veut améliorer vraiment la capacité. Éclairage extrême? Non, c'est pas la même chose. C'est un autre budget. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Donc, l'objectif, là, c'est d'être capable d'avoir un petit peu plus de clarté, d'avoir de meilleures images, d'avoir plus d'agilité aussi sur la façon dont on est capable de projeter les différentes interventions dans la salle. Puis de se mettre à jour, là, ça va faciliter beaucoup la réalisation, tous les changements de caméra là, lors du suivi des différents captures d'événements ou d'assemblées municipales qu'on fait en cours d'année.
Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci, Mme Lapointe. 3.1. Je sais que vous avez hâte là, d'avoir moins chaud et d'arrêter de bronzer avec les lumières au sodium. Les gens ne voient peut-être pas dans la salle, mais Ça s'en vient. c'est intense. Ça s'en vient. Puis là, je dis ça, puis j'ai plein de... Oui, c'est ça, hein? J'ai regardé les spots. 3.1. Acquisition d'une servitude pour l'aménagement d'une piste multifonctionnelle sur la rue du Lac-Rainfray dans le cadre du protocole d'entente PE 2021 RIV 06, le Colombier phase 6. Donc, considérant qu'au terme de la résolution 365-12-2021, le Conseil a autorisé la signature du protocole d'entente relatif au développement domiciliaire le Colombier, considérant que le dit protocole d'entente prévoit la cession d'une servitude en faveur de la Ville afin de procéder à l'aménagement d'une piste multifonctionnelle sur la rue du Lac-Rainfray. Considérant qu'il y a lieu pour la Ville d'acquérir une servitude puisque le tracé de la dite piste serait situé sur une partie des lots 6 470 848, 6 470 849, 6 470 850. On n'avait pas de plan, hein, Mme Sénécal? C'est mon oubli aujourd'hui. Hein, OK. Il est proposé d'acquérir une servitude pour l'aménagement d'une piste multifonctionnelle située sur une partie des lots que je viens de nommer, d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer tous les documents relatifs à cet effet. Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte de servitude sont à la charge du promoteur du protocole d'entente. Donc, ces lots-là, là, c'est vraiment les 3 lots situés sur la rue du Lac-Rainfray, juste avant d'arriver sur la rue des Roselins. Donc, c'est passé l'école Triolet, c'est passé la rue Boisé-Vermont. Donc, il y a une partie du sentier qui va se réaliser derrière les lots. On va rejoindre ensuite Lac-Rainfray, puis on va longer ces 3 lots-là pour ensuite se diriger vers le nord, donc Roselin, qui va rejoindre ensuite la rue des Tourterelles. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais le proposer. Oui, j'étais surpris, Mme Gravel. OK. Moi, je t'ai rendu sur des tourterelles. Merci, Mme Scriven, d'avoir pallié à ça. 3.2, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 1022-01, abrogeant le règlement numéro 1022 visant la citation du site patrimonial Gaffney-Kennedy. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je vais vous le donner, M. le maire. Merci. Donc, on change de stratégie concernant la maison Gaffney-Kennedy. Là, c'est en lien à des prix, des va-et-vient avec les professionnels qui étaient supposés travailler à la restauration de la maison. Donc, on change de stratégie au lieu qu'on vient citer, au lieu de venir, citer le site patrimonial Gaffney-Kennedy, on vient plutôt donner une identification de lieu historique. Ça a des implications financières importantes. Là. Ça nous enlève des obligations liées à une restauration de maison qui était extrêmement abîmée. Donc, on va restaurer la grange, mais la maison, on va changer de stratégie. On veut reconnaître la présence de la maison, mais on ne restaurera pas intégralement. Là. C'est une question de près de 2,4 millions. Puis on avait de la misère comme conseil municipal à justifier autant d'argent sur une maison qui est pratiquement aussi grande qu'un cabanon. Donc, ça a été un choix difficile, mais on a décidé de préserver la santé financière de la Ville et de changer de stratégie. Donc, ça nous amène au point 3.3, avis de motion et présentation du règlement numéro 3020, portant sur l'identification du lieu historique Gaffney-Kennedy. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je vais vous le donner, M. le maire. Merci. Donc, le lieu historique identifié est situé sur le lot 6 343 145 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes. Les motifs de l'identification du lieu historique sont les suivants. Il y a d'abord une valeur identitaire. Le lieu, évidemment, possède un intérêt patrimonial pour ses valeurs historiques. La ville de Saint-Colomban a été colonisée, comme vous le savez probablement, par des Irlandais catholiques vers les années 1820. La famille Gaffney-Kennedy est l'une des familles irlandaises s'étant établie sur le territoire près de la Rivière-du-Nord. La maison actuelle fut construite autour des années 1823. Mais cela dit, il y a eu beaucoup de modifications au cours des années qui nous concernent. Et la famille Gaffney-Kennedy a été propriétaire de la maison à compter de 1875 jusqu'à récemment. On parle d'un peu avant 2013, si ma mémoire est bonne. Le lieu historique Gaffney-Kennedy constitue l'un des rares témoins toujours présents de l'avenue des Irlandais catholiques s'installant le long de la Rivière-du-Nord durant les années 20. La valeur identitaire de ce site-là, le site représente la fondation de Saint-Colomban par les colons irlandais catholiques, ceux-ci venant s'installer le long de la Rivière-du-Nord, notamment pour cultiver la pomme de terre.
Cette colonisation par les Irlandais a contribué évidemment à forger l'identité de la ville de Saint-Colomban. Ce lieu possède un intérêt patrimonial pour ses valeurs architecturales. Le bâtiment principal de la maison, avec son plan rectangulaire et sa toiture à 2 versants qui repose sur une galerie, appartient au modèle de maison rurale évoluant vers la maison québécoise d'inspiration néoclassique. Son système de construction de charpente à claire-voie témoigne du savoir-faire des artisans que l'on a perdu avec le temps. Au fil des années, on a aussi malheureusement perdu en valeur puisqu'elle a été grandement transformée et est maintenant en très mauvais état. La dépendance formée de 2 étages et construite dans les mêmes années servait à l'entreposage du foin et de l'avoine, puis c'est là-dessus qu'on veut se concentrer. La valeur paysagère du site, c'est surtout, ça témoigne d'un passage de l'agriculture à Saint-Colomban. Puis ça s'inscrit dans un paysage là, magnifique là, avec la croissance d'une forêt en arrière-l'eau. Donc, toute personne intéressée pourra faire ses représentations auprès du comité consultatif d'urbanisme conformément à l'avis qui sera donné à cette fin. Le règlement prend effet à compter de son adoption par le Conseil. Donc, c'est un avis de motion. Ça sera adopté le mois prochain. 4.1.1, retrait de la demande de subvention dans le cadre du programme Primo 2023 sous volet 1.1, études préliminaires, plans et devis. Donc, considérant qu'au terme de la résolution 209-06-2024, la Ville a procédé à une demande de subvention pour le projet 203-41-37 dans le cadre du programme Primo 2023 sous volet 1.1, études préliminaires et plans et devis. Considérant qu'il y a lieu de retirer cette demande de subvention, il est proposé d'abroger la résolution 209-06-2024 ainsi que la résolution 163-05-2023, laquelle est abrogée par cette dernière, de retirer la demande de subvention pour le projet 203-41-37 déposé dans le cadre du Primo, études préliminaires, plans et devis. On change de stratégie, puis le fait d'avoir déposé une demande de subvention dans le cadre de ce programme-là nous limitait dans l'obtention de sommes qui sont liées à d'autres programmes. Donc, la première étape, c'était de se retirer de ce programme-ci pour nous donner accès à d'autres sommes qui sont liées à d'autres programmes qui peuvent agir pour le même objectif. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je proposé. Merci, Mme Gravel. Octroi de contrat, travaux de réhabilitation des ponts Bonnybrook et Côte-Saint-Patrick. Donc, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour des travaux de réhabilitation des ponts Bonnybrook et Côte-Saint-Patrick, considérant le résultat de l'ouverture des soumissions datées du 8 avril 2026. Donc, on a reçu 5 prix. Les constructions Randar, la construction FGK, les constructions Hydrospec, Cité Construction TM, les entreprises PERA, 90 16 69 19 Québec Incorporé. Vous voyez les prix derrière moi. Ça varie entre 161 515 à 399 800 Considérant la recommandation du directeur du service du génie, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Les Constructions Randar, et ce, conformément à leur soumission datée du 8 avril 2026, au montant de 161 515 excluant les taxes applicables, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement 2055 au code budgétaire 22 374 711, projet 2026-09 et 2026-010. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je proposé. Merci. 4.1.3, octroi de contrat service professionnel en ingénierie civile pour la réalisation de plans de vie et surveillance complète relative à la réparation du pont du domaine Berriot. Donc, considérant que le directeur du service de génie a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes, 3 entreprises, EMS Ingénierie, Stantec Expert Conseil Limité, CIMA Plus, Société en nom collectif. Considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant, on a reçu un seul prix, EMS Ingénierie à 109 120 Considérant la recommandation du gestionnaire de projet en génie civil, service du génie, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise EMS Ingénierie au coût de 109 120 excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre d'appui datée du 26 mars 2025 et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement 2055 au code budgétaire 22 374 711, projet 2026-08. Est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais le proposer. Merci, Mme Scriven. 4.1.4, octroi de contrat service professionnel de laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux. Donc, considérant que la Ville désire octroyer un mandat, considérant que le directeur du service de génie a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes, Solmatec, Groupe ABS, Enviroc, Groupe Fondasol, Génie Innovation, Artelia Canada et Groupe GEOS. Donc, on a reçu 6 prix qui varient, c'est inscrit derrière moi, entre 84 409 et 40 sous jusqu'à 116 150 .
Concernant la recommandation du directeur du service de génie, il est recommandé d'octroyer contrat à l'entreprise Solmatec au montant plutôt de 84 409,40 $, excluant les taxes applicables, et ce conformément à leur offre de prix datée du 2 avril 2026, que les frais relatifs au service professionnel de laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux soient à la charge du titulaire du protocole d'entente ou à la Ville, en fonction de ce qui s'applique selon les ententes consignées. Donc, quand c'est des protocoles d'entente qui sont réalisés par des promoteurs, c'est notre responsabilité d'octroyer un contrat, mais c'est eux qui paient la facture. Quand c'est pour des travaux que nous prenons en charge, évidemment, on paie les services qui sont relatifs à ce contrat-là. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je t'ai proposé. Merci, Mme Gravel. 4.1.5, octroi de contrat, construction d'une partie de la rue aux Maires. Octroi de contrat. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la reconstruction d'une partie de la rue aux Maires, considérant le résultat d'ouverture des soumissions du 7 avril 2026. Donc, nous avons eu plusieurs soumissionnaires. D'abord, LEGD Incorporé, David Riddle Excavation Transport, Lavallée et Frères, Excavation Talbot, les excavations Serge Gingras, les entreprises Miabec, les entreprises A. Desormeaux Excavation, aussi nommées par le 92 67 73 68 Québec Incorporé, Excavation Jérômien, Excavation Villeneuve. Les montants varient, vous l'avez derrière moi, le tableau, entre 473 330 $ et 90 sous jusqu'à 647 966 $ et 95 sous. Donc, considérant la recommandation du gestionnaire de projet en génie civil au service du génie, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise LEGD, et ce, conformément à leur soumission datée du 7 avril 2026, au montant de 473 330 $ et 90 sous, excluant les taxes applicables, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement 2054 et 2056 au code budgétaire 22 396 711, projet 2025-10. Donc, je sais qu'il va y avoir des citoyens très heureux de ces travaux, Mme Dorège. Ça fait longtemps qu'on s'était engagé à le faire. C'est un chemin qui a évidemment changé de vocation à travers les années. Hein. C'était une rue cul-de-sac, sans issue. Puis avec la connexion notamment de la rue des Stèles, la rue des Grands Pics et tout l'interconnexion avec le domaine Lebeau, le Bois dormant, l'usage de cette rue-là a changé à travers les années. Donc, il était temps d'y apporter de l'amour et surtout une infrastructure qui peut subir le débit actuel. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, Daniel Dorèche. Merci, Mme Dorèche. 4.2.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 4001-2026 concernant la circulation et le stationnement, abrogeant et remplaçant le règlement 4001. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais vous la donner, M. le maire. Merci, Mme Dorèche. Donc, c'est le règlement là, qui vient indiquer là, où, notamment, tous les arrêts doivent être installés sur le territoire. Donc, c'est une grosse mise à jour, je pense, que le service des travaux publics a fait. Notamment, là, il y avait des endroits qui n'étaient pas indiqués dans notre règlement sur lesquels il y avait des arrêts. Donc, on fait notamment cette mise à jour-là. Puis, je vous présenterai peut-être le règlement plus en détail le mois prochain dans le cadre de son adoption, comme le veut la loi. C'était un avis de motion? Oui. Oui, parfait. 4.2.2, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 4003-2026-02, modifiant le règlement numéro 4003-2023 concernant l'installation et l'aménagement d'une entrée charretière ou d'une canalisation de fossé remplaçant et abrogeant le règlement numéro 4003. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Valérie Gravel, Vas-y. Merci, Mme Gravel. je vais vous la donner, monsieur. Donc, ce n'est pas une modification importante en termes de différence là, pour les citoyens, mais ça peut l'être pour une ville. Historiquement, évidemment, ce règlement était sous la charge du service des travaux publics. Avec la création du service de génie, on vient un peu de transférer la charge, la responsabilité de faire appliquer ce règlement-là au service du génie. Donc, à chaque fois qu'on voyait le service des travaux publics, on remplace par le service du génie. 4.2.3, octroi de contrat, service professionnel de gestion des aqueducs privés, Cœur des Cascades et le Châtelet. Donc, constatant que la Ville désire octroyer un mandat de service professionnel de gestion des aqueducs privés, Cœur des Cascades et le Châtelet. Constatant que la directrice du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: Nordico, les services EXP, Aquatex, Société de gestion de l'eau incorporée. Constatant que le résultat de la recherche de prix est le suivant. Donc, Nordico, 117 200 $. Aquatex, Société de gestion de l'eau incorporée, 216 378 $.
Considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Nordico au coût de 117 200 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 7 avril 2026, d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 412 00 699. Ce qu'il faut savoir sur ce contrat-là, c'est un contrat de 30 mois. Donc, ce qu'on avait fait, je crois, l'an dernier, c'était un contrat d'1 an. C'est ça. On ne connaissait pas nécessairement les tenants et aboutissants des responsabilités qui venaient avec le décret environnemental. Rappelez-vous, là, c'était 2 aqueducs privés qui sont tombés à la charge de la Ville parce que le propriétaire a abandonné ses responsabilités. On a fait un contrat de 30 mois parce qu'on veut arrimer la date de fin de ce contrat-là avec la fin du contrat que nous donnons déjà pour la gestion de nos aqueducs publics. Donc, à la fin du contrat, bien là, on pourra faire un contrat global où ça pourra générer des économies d'échelle. Donc, au niveau de l'impact financier, là, c'est assez similaire par réseau là, avec le contrat que nous avions. C'est juste que là, le montant est plus important parce qu'il est sur 30 mois. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais le proposer. Merci, Mme Scriven. Peut-être ajouter que on continue à assumer notre responsabilité, là, mais on attend quand même des développements de la part du ministère de l'Environnement. Peut-être dernière nouvelle concernant ce dossier-là, c'est la Fédération québécoise des municipalités maintenant qui a en charge la gestion du 3 millions de $ qui va servir à réaliser les audits. Donc, nous, actuellement, on fait des démarches directement avec la Fédération québécoise des municipalités pour qu'on ait accès à ces sommes-là sans qu'on ait nécessairement à travailler avec le service de génie, puisque la Ville que nous sommes disposons déjà d'un service de génie. Il y a plusieurs municipalités qui sont concernées par la gestion des aqueducs privés qui étaient opérés par la même entreprise, qui n'ont pas la même expertise à l'interne, donc qui n'ont pas les mêmes ressources. Tu sais, une municipalité de 20 000 personnes puis une municipalité de 1 000 personnes, ce n'est pas la même structure pour encadrer ce type de service-là. Donc, on fait des représentations actuellement pour qu'on soit capable d'agir rapidement puis d'être capable d'avoir un portrait assez fiable pour être capable de poser les actions qui vont venir suivant la réalisation des audits. Voilà. 4.2.4, octroi de contrat, service professionnel en ingénierie des eaux pour le captage de traitement d'eau potable au nouveau garage municipal. Donc, considérant que la Ville désire octroyer un mandat de service professionnel, considérant la recommandation du directeur du service génie, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise LB Génie Conseil au coût de 8 750 $ excluant les taxes applicables, et ça conformément à leur offre de prix datée du 2 avril 2026, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement 2019 au code budgétaire 22 300 00722, projet 2018-10. Est-ce que quelqu'un propose? Christian Wilson, je vais le proposer. Merci beaucoup. 4.2.5, rejet des soumissions, acquisition d'un chargeur sur roue, TPSP 2026-034. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public, considérant que le résultat de l'ouverture des soumissions du 8 avril 2026, Wajax Limité, Brand Tractor, Longus Équipement, les prix varient de 389 000 à 767 $ à 401 805 $. Considérant que le prix des soumissions sont trop élevés et que le délai pour la réception des soumissions était inférieur au délai minimal prévu à l'article 4 du règlement sur le seuil et délais applicables lors de l'attribution de certains contrats des organismes municipaux, il est proposé de rejeter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres TPSP 2026-034. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci, Mme Gravel. 5.1. Autorisation de signature d'une entente intermunicipale relative à l'échange de services en matière de protection contre l'incendie et les sinistres avec la Ville de Lachute. Donc, considérant que la Ville désire conclure une entente intermunicipale avec Lachute relativement à l'échange de services, il est proposé de signer l'entente. C'est une entente qu'on renouvelle, ce n'est pas une nouvelle entente. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci, Mme Dorège. 6.1, nomination d'un membre au sein du comité consultatif culturel. Considérant que le conseil municipal, par la résolution 390-12-2025, procède à la nomination des membres du comité consultatif culturel. Considérant qu'il y a 2 sièges vacants au comité, considérant que le lieu de procéder à la nomination d'un nouveau membre, il est proposé de nommer séance tenante Mme Caroline Pagé afin de siéger au sein du comité consultatif culturel et que son mandat se termine le 15 janvier 2027. Est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais le proposer. Merci, Mme Scriven. 6.2, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du volet 3 du programme québécois de la lutte contre la criminalité.
Donc, il est proposé d'autoriser la directrice du service des loisirs et de la culture ou toute autre personne mandatée par cette dernière à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme québécois de lutte contre la criminalité du ministère de la Sécurité publique et d'autoriser la directrice du service des loisirs et de la culture ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents à cet effet. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Bastien, je propose. Merci beaucoup. Autorisation de signature des conditions d'octroi de l'aide financière en lien avec l'appel de projet pour le développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Donc, considérant que la Ville désire procéder à la signature des conditions d'octroi de l'aide financière, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer les conditions relatives à l'octroi de l'aide financière. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je vous le propose. Merci, Mme Rabier-Beaulieu. 6.4, adoption de la politique 8005-2026, abrogeant et remplaçant la politique 8005-2019, prêts de locaux et gymnases. Donc, on veut adopter la présente politique. Est-ce que quelqu'un propose? Ça va être mis en vigueur à partir du 14 avril 2026. Est-ce que quelqu'un propose? Louis-Philippe Alain, je propose. Merci beaucoup. Je veux juste... J'ai comme oublié de prendre des petites notes sur cette politique-là, fait que je vais vous en faire un petit léger résumé, si c'est possible. Donc, c'est là-dedans qu'on vient stipuler les heures d'accessibilité, les utilisateurs éligibles, les activités interdites à l'intérieur de ces gymnases-là, la procédure de réservation de locaux et gymnases, les capacités d'accueil, les coûts de location, les éléments de sécurité de la bâtisse, puis les dates, évidemment, qui sont relatives à l'entente. Ça avait été proposé. Merci, M. Alain. 6.5, adoption de la politique 8014-2026, soutien et aide financière, abrogeant et remplaçant la politique 8014 telle qu'amendée. Donc, même chose, on désire adopter la présente politique. Il est proposé d'adopter la politique 8014-2026, soutien et aide financière, modifiant et abrogeant la politique 8014 telle qu'amendée, datée du 14 avril 2026. Donc, on vient ajuster les pièces nécessaires pour le remboursement lié au remboursement d'activités sportives. On va demander la facture et la preuve de paiement dorénavant. Auparavant, on ne demandait que la facture, donc on vient faire un petit ajustement pour renforcer, j'ai envie de dire, les preuves qui sont associées avec les remboursements. Est-ce que quelqu'un propose? Louis-Philippe Alain, je propose. Merci beaucoup, M. Alain. 6.6, octroi d'aide financière au Club de l'Âge d'Or de Saint-Colomban. Donc, considérant la demande de soutien financier par le Club d'Âge d'Or de Saint-Colomban pour l'organisation d'activités et de loisirs pour ses membres, considérant la demande de soutien financier par le Club d'Âge d'Or de Saint-Colomban pour la tenue de célébration entourant son 50e anniversaire, il est proposé d'octroyer au Club d'Âge d'Or de Saint-Colomban une aide financière d'un montant maximal de 2 500 $ pour ses activités de loisirs et un autre montant de 2 500 $ pour son 50e anniversaire. Il est aussi proposé d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 702 90 970. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Bastien, je propose. Merci, Mme Bastien. 6.7, octroi de contrat service professionnel de surveillance lors des travaux de toiture de la nouvelle bibliothèque de la Ville de Saint-Colomban. Donc, le titre dit tout. Nous avons effectué une recherche de prix par l'entremise du directeur du service de génie auprès des entreprises Englobe, Ingétech, Expert Conseil en bâtiment, Tritech Québec, Atkins Réalise Canada, Génie Innovation Incorporé. Nous avons reçu 3 prix. Génie Innovation, 19 430 $. Atkins Realise Canada, 24 950 $. Ingétech Expert Conseil en bâtiment, 29 000 $. Considérant la recommandation du directeur du service de génie. Du génie et non des génies, c'est pas la même chose. Il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Génie Innovation au coût de 19 430 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 3 avril 2026, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement 2046 au code budgétaire 22 700 00722, projet 2025-7. Est-ce que quelqu'un propose? Sam Wilson, je vais le proposer. Merci, Mme Wilson. Ça nous amène à la période d'intervention du public. Donc, vous êtes invités, si vous avez des questions de tout sujet d'intérêt public, pardonnez-moi, à venir poser vos questions. La procédure, c'est de se présenter au lutrin qui est juste ici. Vous vous nommez, vous nous indiquez la rue sur laquelle vous habitez, vous posez vos questions. Nous avons l'habitude de privilégier les questions dans la salle pour respecter les gens qui se déplacent. Ensuite, on va prendre les questions en ligne. Vous avez toujours l'opportunité, les gens dans la salle, de revenir pendant qu'on répond aux questions en ligne. Puis, normalement, on essaie d'épuiser toutes les questions avant de mettre fin à la séance. Donc, la parole est à vous.
Bonjour. C'est ma première fois. On est... C'était un conseil. Mon nom est Yves Decour. Je demeure sur la rue John Ryan. Puis j'ai une question. Mais en même temps, c'est un questionnement sur l'application relative à la gestion de l'eau potable. Je viens de voir justement là, dans 2.3.6, ça a passé vite, je n'ai pas eu le temps de voir un petit peu. Le questionnement est que moi, je trouve ça un petit peu injuste, puis j'en ai parlé à Mme Jessica. À votre conseillère? Ravi-Beaulieu. Oui, justement. Puis j'avais questionné Mme Lapointe au début parce que je pensais que c'était ma conseillère. Je l'étais. Je l'étais. Avant qu'on dise. Oui, d'accord. Regardez, je vais vous expliquer mon cas bien rapidement. Je ne sais pas si on vous l'a soumis. Moi, j'ai une famille de 6 personnes chez nous. OK? C'est 6 adultes, 19, 20, 21. Puis il y a 4 femmes, puis il y a 2 gars. On est 6. Là, je regarde mes comptes de taxes sur la surconsommation d'eau, puis je trouve ça inéquitable. Là, j'ai reçu pour 2026 une surconsommation d'eau de 184 $. Je vais vous expliquer quelque chose. L'année passée, j'ai vu qu'on n'a pas le droit d'arroser à la ville de Saint-Colomban. Moi, je me suis fait venir un système pour récupérer l'eau et en même temps pouvoir arroser avec un système de pompe. Je l'ai fait autoriser par la ville. Le système de l'environnement m'a écrit un courriel comme de quoi il me l'autorisait. Donc, je pense que je fais bien attention à l'eau. Mais là où je me questionne, avec une famille de 6 personnes, comment vous évaluez les normes comme mètre cube par personne? Parce que c'est pas ça que je me suis fait répondre. Je me suis fait répondre que tous les logements, une multifamiliale, une unifamiliale, c'est que c'est tant de mètres cubes. Regardez, je dépense pas l'eau, mais on est 6, puis j'ai 4 filles à la maison. Je ne suis pas pour leur dire d'interdire l'eau. Puis je me questionne parce que là, ça va de plus en plus cher. C'était 184 $ cette année. C'est 183 $ pour l'entretien de l'aqueduc du Chénier. Puis c'est 415 $ pour la taxe. Fait qu'en fin de compte, là, ça me coûte 782 $ ma taxe d'eau. Mais je trouve ça un petit peu déraisonnable, là. Donc, j'aimerais ça qu'on réponde à ma question. Puis j'aimerais ça que la Ville me donne une réponse à un moment donné pour comment on peut faire pour arranger ça, là. Parce que je sais que c'est fait général. Exact. Mais il doit y en avoir des familles comme moi, 6, 7, 8. Parce que de plus en plus, il y a des familles reconstituées, là. C'est que quand... Est-ce que vous me permettez? Oui. Monsieur Lecourt. Quand on a autorisé la réalisation de l'aqueduc pour permettre le projet résidentiel immobilier, le promoteur à l'époque, évidemment, il faut qu'il demande des permissions pour obtenir l'autorisation de forer des puits, puis d'avoir la capacité d'alimenter par aqueduc le projet domiciliaire. Donc, ce qui vient se faire, c'est que le promoteur, il vient projeter un peu le nombre de maisons prévues lors de la réalisation du projet. Puis là-dessus, bien là, ils font des tests de pompage. Puis le ministère vient vraiment calibrer le nombre de mètres cubes possible que l'aqueduc est capable de distribuer en fonction du nombre d'unités résidentielles à construire. Quand nous, on fait un règlement, on le fait par unité. Vous en avez fait mention tout à l'heure. Mais ce calcul-là, il est imposé par le ministère de l'Environnement, puis c'est lui qui vient fixer une norme de consommation annuelle par mètre cube en fonction du nombre d'unités, du nombre de propriétés là, que l'aqueduc va desservir. Donc, nous, le 250 mètres, là, quand on vient de l'appliquer au niveau des logements ou de la maison unifamiliale, parce qu'on a un calcul aussi qui peut s'ajouter si vous avez une unité de logement complémentaire, on ne peut pas évidemment deviner combien de personnes, normalement, là, va occuper le domicile prévu. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la réglementation, malheureusement, parce que vous pourriez vendre dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans. Vous pourriez être remplacé par une personne seule, vous pourriez être remplacé par une famille de 3, une famille de 5.
c'est là où cette norme-là, québécoise, est déterminée vraiment par le ministère. Puis nous, bien, en fonction du maximum de traitement d'eau que le ministère nous oblige, bien, il faut la répartir en fonction des unités résidentielles. Fait que c'est à partir de là que le 250 mètres cubes est capable d'être calculé. Fait qu'on, on peut pas deviner que vous êtes 6. Non. Comme votre voisin, évidemment, on ne peut pas. Ils viennent faire une moyenne. Tu sais, on sait qu'une famille moyenne québécoise, c'est environ 2,3 membres par famille. Fait que là, c'est probablement comme ça qu'ils viennent établir les normes. Ce qu'on fait toutefois, c'est qu'on ne vous coupe pas l'eau. Tu sais, on a une tarification progressive pour les gens qui vont excéder leur consommation prévue. Fait que ça, on l'a ajusté au cours des dernières années parce qu'on veut quand même amener une conscientisation des gens liés à la consommation d'eau parce que fondamentalement, vous êtes sur un principe d'utilisateur-payeur. Hein. Vous êtes ceux qui payez pour l'aqueduc Chénier. Ce n'est pas les gens qui habitent à l'extérieur de cet aqueduc-là qui vont participer là, à la responsabilité de payer cette facture-là. Là, il y avait un autre élément que vous avez... pour l'arrosage. Tu sais, on restreint l'arrosage extérieur pour les mêmes raisons, parce qu'on veut que l'eau qui soit distribuée à l'intérieur des aqueducs serve aux gens et non pas à faire de l'entretien paysager. Puis je salue grandement le geste que vous avez posé à maximiser l'utilisation de l'eau de pluie. C'est pas restreindre, c'est couper complètement l'arrosage, le règlement. Oui, mais on l'empêche, on l'interdit, effectivement. Mais tu sais, ce que je veux surtout vous dire, c'est que vous pouvez surconsommer. T'sais, vous n'êtes pas coupé après 250 mètres cubes, mais il y a une tarification différente qui s'applique. Puis ça, ben, c'est un incitatif à respecter la moyenne. On en avait parlé, je trouve ça inéquitable, pareil. Mais vous savez, quand on fait une réglementation, nous, on peut pas deviner. Puis c'est la même chose pour les champs d'épuration. Hein? C'est la même chose pour les champs d'épuration. Est-ce que c'est vous qui avez fait... Est-ce que vous êtes le premier propriétaire chez vous? Oui. Quand vous avez choisi d'installer un champ d'épuration, là, on vous a probablement donné le choix 3, 4, 5, 6, 7 chambres. Bien, c'est un peu le même effet. On vous oblige un peu à faire l'entretien de votre champ d'épuration, à vider votre fosse septique aux 2 ans. Ça aussi, c'est un règlement inéquitable actuellement parce que le QDR22, il ne fait pas la distinction s'il y a 1 personne, 4 personnes, 12 personnes dans la maison. Il nous oblige quand même à vidanger la fosse septique aux 2 ans. Même si vous pourriez être parti là, 1 an à travers ces 2 ans-là, la réglementation ne fait pas cette distinction-là, malheureusement. Ça demande, on pourrait demander de l'agilité, mais c'est au-dessus de nos têtes. Ça va-tu par... je vais reposer une autre question. Ça va-tu par aqueduc, par nombre de places au niveau du... le coût par... L'aqueduc Chénier, là, c'est le coût, il est uniformisé en fonction des aqueducs publics. On a une tarification différente pour les 2 aqueducs privés que j'ai nommés tout à l'heure, parce qu'on n'est pas encore propriétaire. Fait qu'on est dans un exercice actuellement où on veut vraiment cumuler le coût réel du fait d'avoir repris cette gestion-là. Mais pour les 5 aqueducs publics actuellement, le coût, il est uniformisé. Oui, donc la tarification, elle est semblable. OK. Parce que l'aqueduc Chénier, ça fait quoi, 6 ans? Oui, il n'est pas vieux. Puis c'est pas propriétaire avant, je pense. Bien, on n'est jamais propriétaire lors de la construction, mais il y a une obligation du propriétaire de nous le céder quand il est jugé conforme. Puis je vous dirais qu'il nous cause beaucoup de problèmes actuellement, l'aqueduc Chénier. Oui, beaucoup. Beaucoup de problèmes. On s'est fait couper l'eau 2 jours. Oui. C'est pas un dossier joyeux pour nous, là, parce que, tu sais... Puis, tu sais, moi, comme maire, là, tu sais, je vous ferai pas la genèse de tout ça, là, mais tu sais, j'étais conseiller municipal à l'époque, j'étais le seul qui a voté contre ça parce que je sais qu'est-ce que ça représente, la gestion d'un aqueduc. En plus, on n'était pas gestionnaire, c'est pas nous qui avons conçu l'aqueduc, mais je le sais qu'on devient propriétaire après la construction. Là, on se ramasse avec un aqueduc sur lequel on vit des problèmes puis qu'on doit assumer la responsabilité. On va le faire, là. On n'a pas, tu sais, ça fait partie des responsabilités fondamentales d'une ville, d'assurer la qualité de l'eau puis la distribution. Mais cela dit, c'est ça. C'est un choix qu'on subit et qu'on assume. Il est fait pour 4 phases, puis il y en a eu 8. Ah non. Ce qui avait été projeté en termes de nombre de constructions va être respecté, même peut-être un petit peu moins, parce que l'existence du parc Yaffné Kennedy, quand même, tu sais, au départ, le parc n'existait pas, fait que c'était des maisons qui étaient supposées être situées où se situe ce parc-là, fait qu'il y a assurément moins de maisons. Mais dans le calcul de ces propriétés-là, souvent, on ne tient pas compte de l'ajout d'unités de logement complémentaires, des bachelors. Tu sais, ça, ils vont calculer le nombre de maisons construites,
Mais les unités de logement complémentaires, tu sais, ça amène quand même d'autres personnes dans un logement. Puis ça, ce n'est pas nécessairement calculé dans les chiffres initiaux que le promoteur fournit, parce qu'on ne peut pas deviner combien de propriétaires vont demander de construire des maisons avec des bachelors. OK. Bien, merci. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Excusez. Je ne suis pas de Saint-Colombin. Je viens de vous parler d'un projet que je voulais réaliser en 2022-2023, si vous le permettez. On va juste prendre votre nom, monsieur. Michel Miller, je suis professionnel de golf et membre à vie de la PGA canadienne. OK. Juste un instant, monsieur Miller, je voulais juste... bravo, monsieur Lecourt, pour votre première présence. Vous avez bien fait ça. Je vous écoute. Merci. Mon groupe et moi étions intéressés en 2022-2023 à louer avec option d'achat une partie de l'ancien golf Bunny Rock, incluant le clubhouse pour en faire un 9 trous haut de gamme et d'en faire un projet unique et prestigieux pour les citoyens et la ville de Saint-Colombin. À notre demande, j'ai demandé à M. Garot, il a engagé M. Neil Hayward, architecte de renommée mondiale, pour préparer un plan de base de la superficie nécessaire pour un tel projet. À notre demande aussi, M. Garot a engagé la firme d'inventaire Murray Vanas pour faire une description technique. Finalement, à notre demande, M. Garot a engagé le groupe Développement en zone verte pour compléter le plan final, ce qui représente un investissement important que nous devions lui rembourser si l'entente avait lieu. À notre grande surprise, et ce confirmé par M. Garot, les irritants majeurs étaient que la ville de Saint-Colombin a adopté une modification au zonage de la propriété, 25 % de récréo touristique et 75 % résidentiel. Juste un instant, M. Miller. Oui. Vous avez mentionné la surprise générale? Non, à notre... À votre surprise, parce que M. Garot était quand même informé. Non, mais c'est pour ça que je OK, vous dis, OK. moi... J'ai peut-être juste mal compris. Moi, c'est pour ça que je vais avoir l'heure juste, parce que je vois que... Je ne sais pas s'il m'a dit la vérité. C'est pour ça que je te signe pour savoir, pour bien régler ça. Alors, pour réaliser notre projet, selon la confirmation de M. Guillaume Barrasso, dans le temps, à l'urbanisme, il fallait demander un nouveau zonage commercial pour le clubhouse, parce que moi, ça me prenait un permis d'alcool, ainsi de suite. Et en plus de demander à la ville un retour au zonage récréo-touristique sur 25 % du terrain, parce que c'était la portion manquante pour la réalisation de notre projet de 9 trous. Justement, un de vos concitoyens m'a fait parvenir le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Saint-Colombin, tenue le 20 janvier 2026, à M. Serge Richer. Vous prétendiez avoir des preuves écrites que les derniers changements de zonage de la propriété étaient à la demande de M. Gilles Garot. Alors, M. Garot, comme je vous ai dit tantôt, nous a bien confirmé qu'il n'a jamais fait cette demande. Alors, on l'a cru. Alors, étant donné le temps et tous les efforts mis dans ce dossier, parce que je peux vous dire, c'était un canon de beau dossier. C'était quelque chose que la ville aurait été fière et les citoyens. Je vais avoir la vérité et prendre les mesures nécessaires envers M. Garot. Alors, serait-il possible d'avoir un engagement formel ce soir de votre part afin de nous remettre le formulaire de M. Garot demandant un changement de zonage à la ville, ainsi que la copie du chèque exigé pour une telle demande? Aussi, la résolution du Conseil confirmant la demande de changement de zonage propriétaire de M. Garot. Il serait apprécié de recevoir cette information dans les meilleurs délais, s'il vous plaît. C'est sûr qu'à défaut d'une réponse de votre part ou de la Ville, soyez assurés que je ferai appel à la loi d'accès à l'information et à la Commission des affaires municipales, parce que je veux avoir si j'ai eu une fraude ou non. En fait, M. Miller, moi, je vais vous inviter tout de suite à faire la demande d'accès à l'information parce que c'est vraiment la procédure normale et légale qu'il faut faire.
Puis, tu sais, normalement, nous, on respecte les délais. Là. Je pense qu'il faut transmettre une correspondance à l'intérieur des 20 jours, c'est même moment. C'est ça. S'il y a quelqu'un qui peut me conseiller, moi, il n'y a pas... Oui, c'est ça. Mais, tu sais, faites une demande directement au service du greffe, donc par l'entremise de Léane Adam. Ils vont analyser ça. Puis, tu sais, toute information qu'on peut vous transmettre, on va le faire. Parfait. Alors, merci beaucoup de votre temps. C'est tout? C'est tout. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour, Monsieur le maire. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, merci. Merci. Peut-être juste de baisser le micro, s'il vous plaît. Oui, ça va être parfait. Merci, bonjour. Donc, bonsoir. Mon nom est Madame Baroudi. Je viens de la rue Bonibrook. En fait, j'ai deux petites questions. En fait, j'ai deux questions de sujets complètement différents. Donc, je viens vous poser des petites questions à mon nom, puis au nom de plusieurs personnes dans mon secteur, puisque nous sommes tous payeurs de taxes à Saint-Colomban. Et puis, effectivement, nous sommes quand même intéressés à ce que notre secteur se développe. Nous-mêmes, on aimerait peut-être acheter certains terrains pour être en rapprochement familial. Plusieurs personnes ont aussi demandé, en fait, à M. Garot, dans le projet de Bonibrook, une possibilité peut-être d'acheter certains terrains. J'en faisais partie, d'ailleurs, je vous en ai parlé la dernière fois que j'étais intéressée. Plusieurs personnes de nos voisins, puisqu'on se rend compte, on est tous des voisins, on se rend compte à travers notre quartier, notre rue. Et donc, afin de bien comprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, j'aimerais avoir quelques questions, puisque là, on me parle que la ville aimerait, par le fait d'être revenu sur une entente qui était signée avant, qui était une entente, je pense, qui était en 2000 ou 2001. Je n'ai pas la date exacte, parce que, bien évidemment, je n'ai pas le dossier au complet. Puisqu'avant, les frais de parc étaient de 5 % en argent. Ça a été changé en 20 % en frais de parc. Et là, ce que je comprends, c'est que... Je veux juste vous mettre en garde, Mme Maroudi. Oui. Il y a quand même plusieurs modifications qui ont été faites. Oui. Le règlement des frais de parc, c'est 10 %. Là, dans le cas qui nous concerne, on est dans un espace, un secteur central. Puis c'est 10 % et 10 % en argent ou 10 % en espace vert ou 20 % en espace vert. Donc, disons, 10 %. Donc là, ça a été changé depuis quelques temps. Quelques années. OK, quelques années. Et donc, 10 % en parc, ce qui veut dire que la ville se veut acquéreur, je comprends, de certains terrains. Et là, ce que je comprends, c'est que la ville veut choisir ces terrains-là. C'est sa prérogative, effectivement. D'accord. Et ce que je comprends aussi, c'est que la ville, en choisissant ces terrains, dépendamment où est-ce que ces terrains sont, peuvent parfois amener le projet à être avorté. Puisque si certains terrains ne font pas l'affaire du projet du promoteur immobilier, ça fait avorter le projet. Il pourrait retirer son projet, effectivement. Exactement. Donc là, on se retrouve dans une situation où nous sommes des acheteurs intéressés. On veut faire développer notre quartier. Autant pour nous y installer, pour acheter, pour y vivre et pour faire des regroupements pour des gens qui ont aussi des intérêts peut-être de changer de secteur dans le même quartier. Donc, voilà. Et donc, ma question, en fait, c'est, ce que je comprends, c'est que j'ai pas compris, ou du moins, j'ai besoin que vous m'expliquiez comment se fait-il que la ville se veut garder des terrains pour des raisons spéculatives, pour pouvoir en faire, pour les garder, puis par la suite les revendre. Mais pour moi, ça ne fait pas vraiment de sens, parce que est-ce que c'est vraiment votre rôle, vous, en tant que ville, de pouvoir vous mettre en compétition avec des gens qui veulent acheter des terrains, puis de bloquer notre possibilité d'acheter si jamais vous choisissez des terrains qui vous font vos affaires? J'ai l'impression que vous choisissez un petit peu comme un promoteur immobilier, et que le rôle de la ville n'est pas de spéculer sur des terrains ou de vous porter acquéreur de terrains qui vous intéressent, vous. Donc là, ce que je comprends, certains terrains au bord de la rivière. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés par acheter ce terrain-là au bord de la rivière, pourquoi la ville prendrait ce terrain-là? Donc c'est comme si on devient en compétition avec la ville. Puis pour moi, votre mission, c'est de faire développer des secteurs qui pourraient amener d'autres payeurs de taxes. Et donc, c'est un petit peu, et je vous dis ça très candidement. Juste me résumer votre question pour être bien certain que je la saisis. Ma question, c'est que j'aimerais savoir comment se fait-il qu'il y ait un promoteur qui, lui, veut développer
son projet, veut vendre ses terrains, puis on se retrouve en compétition avec la ville qui, elle, veut certains terrains, mais donc qui fait avorter le projet puisqu'il n'y a pas forcément de collaboration, puis que le zonage a changé plusieurs fois, donc ça aussi, ça n'a pas aidé. Donc ça, c'est ma première question. Puis toujours dans cette question-là, c'est votre rôle à vous, c'est de permettre aussi que ces projets-là arrivent parce que ça va augmenter les payeurs de taxes. Par exemple, moi, je suis la seule maison sur 1,2 km qui paye pour du déneigement du côté gauche. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, en bloquant ces projets, vous bloquez des revenus actuels de potentiels acheteurs qui pourraient mettre une maison sur ce terrain-là puis habiter. Moi, par exemple, je serais intéressée par un terrain, je me rapprocherais de ma famille. Donc, c'est un petit peu ma question. Est-ce que vous n'êtes pas en conflit un petit peu par cette initiative de vouloir vous prévaloir, d'avoir les plus beaux terrains, puis de bloquer ces projets-là, au lieu de travailler comme certaines villes avec des promoteurs immobiliers? Il y a des villes qui seraient très heureux d'avoir des gens qui veulent investir dans des projets, parce que d'abord, c'est pas vrai qu'au Québec, les fonds sont... Je veux dire, les gens qui veulent investir, il y en a quand même... ça court pas les rues. Moi, je trouve personnellement que ce qui a été fait du côté de Bonnie-Brook, où c'est quand même un promoteur qui a asphalté ses rues. J'entends, à chaque fois que je viens ici, j'entends des projets où il y a encore, après des années, les asphaltes ne sont même pas faites. Nous, notre projet est asphalté, le monsieur a payé l'asphalte. Il y a eu des conventions avec la ville, il a cédé ses terrains. Vous nous avez changé nos lampadaires antiques pour soi-disant des problèmes éco-énergétiques. Vous nous avez enlevé la pancarte Bonnie-Brook, qui était quand même une œuvre d'art. On avait de la lumière, on n'a plus de lumière. On s'est retrouvés sans traitement de moustiques pendant certaines années. Donc, je n'ai pas l'impression, et encore là, je vous dis très candidement, j'ai l'impression qu'on n'est pas en train de valoriser notre secteur. On a du mal à vendre. Donc, on est un peu poigné parce qu'on aimerait rester. On aimerait rester et pouvoir nous rapprocher de nos familles, puis acheter d'autres choses, puis voir ce secteur-là évoluer. Mais d'un autre côté, on voit qu'il y a vraiment un problème. Donc, c'est déjà ma première question. Non, il y en avait quand même plusieurs, puis je vais vous arrêter après mes réponses. Vous allez me permettre... Non, je vais vous arrêter. Ça fait déjà plus de 5 minutes, malheureusement. On va laisser les autres répondre, poser leurs questions. D'abord, je pense dans votre intervention, il y a l'intérêt individuel d'être propriétaire de terrain. Nous, notre rôle, c'est de protéger l'intérêt collectif. Dont nous faisons partie. Bien, dans la personne qui veut acheter un terrain, par exemple, pour se construire, il y a la priorisation d'un intérêt individuel. Nous, comme décision, quand on se voit déposer un projet, puis là, c'est pour n'importe quel projet, il y a une analyse d'intérêt collectif qu'il faut qu'il soit fait. Là, si je me concentre un petit peu sur ce territoire-là, généralement, ce qui est très cher au conseil municipal, puis que ça a traversé les années, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment de travailler sur des sentiers qui vont venir mettre en valeur le ruisseau Bonnie-Brook. Je ne veux pas trop m'avancer parce que dans le cas qui nous concerne, on n'a pas eu de projet concret qui a été déposé. Vous comprenez? J'aime pas le terme que vous utilisez quand vous dites bloquer un projet parce que notre intention, c'est pas bloquer un projet. C'est d'analyser le projet, c'est de faire état de l'intérêt collectif qui est pertinent pour la population de Saint-Colomban, d'analyser quel terrain potentiel on pourrait faire bénéficier la population dans la perspective de nos droits, parce qu'il y a une revendication de nos droits là-dedans. Les frais de parc et terrains de jeu, qu'ils soient pris en argent ou en espace, là, en pieds carrés, c'est une revendication d'un droit qu'on ne mettra pas en cause. Là. C'est dans la loi d'aménagement et urbanisme. Donc, c'est dans une perspective de penser à long terme pour l'intérêt collectif qu'on va prendre nos décisions. Donc, dans ce cas-là, on n'est pas nécessairement en conflit. Je ne serais pas d'accord avec votre terme. Juste me laisser terminer, j'ai plusieurs réponses à vous donner. Donc, dans ce cas-là, la dynamique de conflit, honnêtement, je suis très, très confortable. Après ça, si les conclusions qui sont avancées par les membres du conseil ne plaisent pas à n'importe quel promoteur, c'est un peu son travail d'arriver avec des propositions différentes, d'arriver dans un processus de négociation, de proposition, qui permettent peut-être d'arriver à une entente ou sinon de ne pas s'entendre. C'est quand même la prérogative du propriétaire de retirer son projet, d'attendre, de le redéposer dans 4-5 ans, dans 10 ans, comme il veut. Là, nous, on ne force pas personne là-dedans. Mais les intentions, notre rôle, c'est d'être clair avec les gens qui déposent des projets, puis d'envoyer les indications que voici ces portions de territoire-là qui nous intéressent. Dans le passé, je pense que la Ville a perdu des opportunités de saisir des terrains
qui était beaucoup plus intéressant. Quand on est arrivé en poste, moi, je suis arrivé comme conseiller municipal en 2013, à la mairie en 2017. Tu sais, la ville a récupéré des milieux humides qui n'ont absolument aucune valeur collective. Ils ont une valeur environnementale, certainement, mais une valeur collective, pas beaucoup. Tu sais, c'est difficile à fréquenter comme espace, fait qu'on a quand même subi un certain déficit d'espace vert qui était permis, tu sais, qui aurait pu permettre à la population de profiter davantage. Ça nous a empêché notamment de réfléchir au développement de parcs dans certains quartiers parce que les terrains qui avaient été cédés ne permettaient pas un développement. C'est sûr qu'on a une intention de venir corriger ça. Okay. On a une intention de répondre à des besoins beaucoup plus larges. Puis je comprends qu'on n'est pas à la même position. T'sais, nous, on a l'intérêt collectif à défendre ou à protéger ou à mettre en valeur. Alors que quand vous êtes dans une perspective où vous voulez acheter un terrain, bien là, vous êtes vraiment dans un truc individuel. On parle d'un développement de secteur. Donc, exact. Même que j'achète ou que je n'achète pas, on veut quand même que notre secteur soit valorisé. Je veux juste répondre aussi quand vous avez dit vous avez de la misère à vendre vos maisons. Parce qu'il y a, en fait, quand je dis juste un instant. On a adopté un nouveau rôle d'évaluation l'an dernier. Ouais. L'augmentation moyenne du rôle, ça a été 60 %. Puis ça, le rôle, c'est pas la municipalité qui vient dire du jour au lendemain, la valeur des maisons augmente de 60 %, c'est le marché. Ouais. Donc, c'est les différents acheteurs sur le territoire qui propulsent la valeur des propriétés à cause de l'offre et la demande. Puis en 4 ans, c'est plus de 100 % de l'augmentation de la valeur. Fait que, tu sais, quand j'entends un discours, on ne pourra pas vendre nos maisons, c'est difficile d'acheter. C'est que les acheteurs, à partir du moment où ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer dans le secteur, ça crée un questionnement. Le développement, quand même, il est important. Est-ce qu'on va avoir un parc? Est-ce qu'on ne va pas avoir un parc? Est-ce qu'il va y avoir Donc, bien évidemment, pour nous... Moi j'ai toujours été clair, Mme Baroudi, tu sais, le jour où il va y avoir un projet complet qui va être déposé, le conseil municipal a une obligation de se pencher sur cette décision-là. Tu sais, quand il y a un plan de lotissement qui est déposé, de par le fait de prendre une décision sur les frais de parc, est-ce que c'est pris en argent, est-ce que c'est pris en espace vert, il y a une obligation de transparence du conseil. Nous, tant qu'on n'a pas ça, il n'y a rien qui se passe sur le territoire. Donc, tu sais, quand je vois des citoyens arriver en assemblée municipale pour nous demander qu'est-ce qui se passe, il ne se passe pas plus de choses que vous le savez. Mais par contre, nous, ce qu'on entend de l'autre bord, c'est qu'il y a des projets qui sont déposés, puis on se fait dire ici qu'il n'y en a pas. Donc, à un moment donné, on vient ici pour avoir un petit peu... Vous choisissez... Comme monsieur est venu pour avoir l'heure juste, là. Madame Baroudi, vous choisissez qui croire. Tu sais, moi, j'ai une obligation. Quand le projet est déposé et que ça répond à toute la réglementation, l'administration a l'obligation de le présenter au conseil municipal, puis le conseil municipal a une obligation de prendre une décision, que ce soit une acceptation ou un refus. C'est lié à une résolution. Je comprends. Mais moi, dans cette optique-là, puis je me permets une dernière question. Moi, quand je suis venue aussi par rapport au projet par rapport au problème d'insectes piquants. Pas la même chose. Mais... Non, mais dans le même concept, là, on s'est fait dire pendant pas mal de temps que la compagnie ne voulait pas venir. Quand on a eu de l'information, finalement, c'est pas que la compagnie ne voulait pas venir, elle se faisait imposer des amendes qui faisaient que c'était presque lui dire de ne pas venir. J'embarquerai pas. Non, mais ce que je vous dis, ce qu'on entend et ce qu'on confirme comme information fait qu'on a... Puis dans la dernière séance, j'ai fait la demande d'une séance d'information. On a envoyé ça par Facebook, puis semble-t-il que ça a été complètement mis de côté. Donc, est-ce que nous, en tant que citoyens, est-ce qu'on a le droit d'avoir une séance d'information? Puis je comprends que vous, dans votre esprit à vous, tout est beau, tout est magnifique. Nous, dans notre esprit à nous, tout n'est pas beau, tout n'est pas magnifique, là. Donc, on a une divergence sur certains sujets qu'on aimerait approfondir en séance d'information. Je vous demande... en tant que comptable agréé, je me pose des questions. Comment se fait-il que je suis une des seuls payeurs des taxes sur 1,2 km pour le déneigement? On a des taxes qui sont importantes. On est dans une situation économique de récession. Chaque dollar est important pour le contribuable. Je n'ai pas entendu le mot récession encore, Mme Baroudi. En tout cas, écoutez, on ne rentrera pas là-dedans, mais disons que tout le monde aujourd'hui est dans une situation économique qui nous oblige à quand même être prudent, diligent, sur les fonds des contribuables. Donc, je pense que de ce côté-là, c'est pour ça que les gens, quand ils ont... j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui doivent en plus payer une taxe d'eau. Je ne me verrais même pas payer une autre taxe d'eau. Bon, alors... mais vous avez payé votre puits. J'ai payé mon puits, mais disons que ce que je peux vous dire, c'est que si la Ville avait la chance d'avoir un projet avec des maisons du côté Bonnie-Brault qui donneraient des taxes, je ne vois pas pourquoi la Ville se priverait d'avoir un enrichissement par des nouvelles maisons. Vous jugerez notre décision quand on aura à en prendre une. Donc, pour répondre rapidement, puis je vais conclure là-dessus,
sais, je donne quand même beaucoup d'informations quand les citoyens viennent poser des questions en assemblée municipale. Si j'avais de l'information pertinente à partager plus que je possède, ça vaudrait peut-être la peine d'avoir une séance d'information. Mais je ne ferai pas une séance d'information Mais la séance d'information, c'est à nous de demander les informations. pour dire qu'il n'y a pas d'informations à transmettre. Non, mais écoutez, la séance d'information est demandée par le citoyen pour avoir une mais demande mon Dieu, sur Mme certains... Baroudi. Pardon? Mon Dieu, je veux dire, moi, je n'organiserai pas une séance d'information si je n'ai pas d'informations à transmettre. Mais nous, on va demander de l'information. Il y a Mais beaucoup je de vous choses en qu'on pourrait demander avec un ordre du jour. Vous pouvez faire des demandes d'accès à l'information à l'administration. Vous pouvez aller voir le propriétaire pour vous transmettre l'information. Mais moi, de l'information publique sur ce projet-là, Monsieur, vous nous j'en ai donnez pas. l'information que vous voulez nous donner avec l'angle que vous voulez nous donner. Merci depuis le beaucoup, début. Mme Baroudi. Donc, moi, je vous demande, par contre, de considérer Merci beaucoup. la séance d'information. Merci beaucoup. Ah, c'était une courte apparition. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir, en effet, excusez-moi. Ouais, ben, ça. Je reviens, j'ai besoin de quelques clarifications. Excusez juste votre oui, nom et plus votre haut, rue, s'il pas de vous plaît. problème. Est-ce que c'est mieux comme ça? Danny Gingras de la rue des Fauvettes. Dans des discussions qu'on a eues par le passé, M. le maire, vous m'avez fait référence à des documents, pas des documents, mais un jugement où les taxes, l'ancienne entente de 5 avait été cristallisée dans les nouveaux règlements. J'ai pris le temps de lire le jugement du juge Journet au complet. Je n'ai pas trouvé. Est-ce que vous pourriez m'orienter dans quel jugement ou dans quel... Monsieur Gingras, le jugement dont vous faites mention a été renversé par la Cour d'appel. Donc, il faut se pencher sur le bon jugement. Okay, j'aimerais juste vous dire, M. Gingras, lors de votre visite, lors de la dernière séance municipale, je vous ai référé à l'administration publique, vous avez annulé le rendez-vous. Exact. Vous n'êtes pas présenté, puis là, vous revenez à l'Assemblée municipale me poser des questions. Est-ce que vous savez... C'est pas une approche que j'apprécie beaucoup. OK. Dans ce cas-là, on va prendre un autre ton. Quand on a parlé le mois dernier, où j'ai demandé où le politique soit présent avec le service des employés de la ville, une fois arrivé à Mme Parent, il était une fin de non-recevoir de pouvoir vous avoir à la rencontre. J'ai reporté la rencontre parce que la nature de cette rencontre était pour clarifier toutes ces questions que je vais vous poser aujourd'hui, dans un contexte où on n'est pas devant le public, mais on est capable d'approfondir puis discuter plus. Fait qu'à partir du moment où elle a refusé votre présence, qu'il y avait une fin de non-recevoir, puis peut-être, selon certaines demandes, elle allait évaluer suite à la rencontre. Oui, en effet, j'ai refusé de venir à la rencontre. Je l'ai annulé parce que j'étais en étonnant. Bien, on vous ouvrait quand même une porte pour répondre à vos questions. Bien, en fait, vous m'avez dit, allez voir Mme Parent, planifier une rencontre, puis on va la faire. Je suis allé voir Mme Parent. Il n'y a pas eu d'ouverture pour avoir le politique à la rencontre. Donc, qu'est-ce que vous m'avez dit? Est-ce que c'était pour m'endormir? Je vais juste bien comprendre. Quand vous planifiez une rencontre avec l'administration, c'est pour avoir des réponses concrètes à des questions. On met à la disposition de l'administration. Le politique, il est engagé si vous voulez demander des changements réglementaires. Puis si vous voulez influencer le politique, vous avez juste une obligation à vous inscrire au registre des lobbyistes. Parce que si vous faites des approches auprès de n'importe quel élu ici, avec la volonté de faire un changement de règlement dans une rencontre, pas privilégiée, mais une rencontre privée, vous avez une obligation de vous inscrire et d'indiquer les motivations qui sont derrière la volonté de rencontrer. Si vous demandez une rencontre avec l'administration, puis vous avez des questions précises à des questions, puis il ne s'agit pas ici d'une influence dans le but de changer des règlements ou changer des politiques, c'est l'administration qui fait foi de tout. L'administration a des réponses concrètes liées au règlement puis à la réalité du terrain. Je vais reprendre un peu ce que vous venez de dire. Quand je me suis présenté, vous aviez, le mois dernier, vous aviez fait aussi allusion à m'inscrire comme lobbyiste, ce qui n'est pas nécessaire. Puis la raison, je vais la répéter. Ça, c'est à nous, souvent, de le déterminer plus que vous. Mais je vais vous le détailler, comme je l'ai fait la dernière fois. De par les différentes instances de la ville, y compris le politique, j'ai eu des informations contradictoires. Mon but ici, c'est pas de changer les règlements, c'est de bien les comprendre.
Parce qu'au niveau de la négociation, j'ai des problèmes. Comme vous voyez, il y a de la compétition, il y a de l'intérêt pour le lot. J'ai même parlé avec Luc Poirier, qui a été revenu dans le dossier, mais qui s'est retiré. Puis d'autres promoteurs qui ont fait des grosses, pas des audits, mais un due diligence. C'est ça, ça ne regarde pas la ville. Non, c'est des ce que je discussions veux entre dire- privé-privé. Exact. Là où ça regarde la ville, selon moi, c'est à partir du moment où les informations contradictoires. On essaie d'en donner. Tu sais, c'est pas notre rôle de fournir des informations sur des propriétés qui ne nous appartiennent pas, M. Gingras. Non, mais sur la réglementation, puis quand vous prétendez que ça a été cristallisé, je ne demande pas, je ne suis pas ici pour taper sur la tête de personne, je cherche la demande, parce que quand j'arrive au propriétaire afin de faire une offre, il me dit, moi, c'est pas ça. Vous me dites, c'est cristallisé, il y a un écrit qui sort du système de justice, j'aimerais ça le trouver, malheureusement, je ne le trouve pas. Après ça, au niveau de M. Marasco, lors d'une rencontre, il m'a fait allusion à des documents antérieurs, si je me souviens bien, d'autres administrations au début du projet, comme quoi il y a des engagements qui ont été pris par M. Garot qui n'ont pas été respectés puis que ça causait des problèmes. Ça aussi, j'aimerais aller avoir cette documentation-là. Je ne sais pas, ça. OK. Mais vous voyez, c'est pour ça, M. Gingras, que c'est important de planifier une rencontre, de s'asseoir avec la direction générale, de faire état de vos questions. La direction générale va faire une recherche diligente des réponses à vous fournir. Si elle peut vous les fournir, c'est bien important parce qu'il y a peut-être de l'information qui est confidentielle. On est régi actuellement avec la loi 25 sur la protection des renseignements personnels. Il y a des informations qui peuvent être la propriété ou mettre en scène le propriétaire du lot en question, puis on a peut-être besoin de sa permission pour les transmettre. Je veux dire, la loi sur la transmission de documents, elle est quand même fastidieuse, puis il y a quand même une analyse importante à faire avant qu'une ville s'engage à transmettre des documents. Le moment, l'opportunité que vous avez, c'est de vous asseoir avec la direction générale, parce que c'est la direction générale qui peut ordonner aux directions de service de faire sortir des documents, puis de se construire une position qui pourrait lui permettre de répondre à vos questions. Moi, mon rôle, là, c'est d'avoir un agenda politique, d'avoir des résolutions, de proposer des changements réglementaires en vertu de la réalité du terrain, puis de s'assurer du bon fonctionnement de la ville. C'est pas de fouiller pour le bénéfice d'un citoyen, afin de répondre à ces questions. Ça, c'est vraiment la responsabilité de l'administration générale. Moi, je m'assure que tout ça est conforme à la loi. C'est ça mon pouvoir de surveillance. Mais le fonctionnement de l'organisation, d'obtenir une rencontre avec la direction générale pour vous permettre de répondre aux questions, je veux dire, c'est la meilleure rencontre que vous pouvez avoir. Même sans moi. Moi, je suis là. Moi, après ça, je reçois un rapport de l'administration générale. Puis là, on me dit, M. Gingras fait référence à tel dossier, tel dossier. Il y a une mauvaise compréhension du dit règlement. Il se demande pourquoi ce règlement-là existe. Puis là, après, s'il y a lieu, ça peut générer une réflexion de la part du Conseil et une intention ou pas de faire une modification réglementaire. Moi, je pense que vous avez manqué une opportunité en refusant cette rencontre-là, puis vous avez, à mon avis, perdu du temps. Mais ça, vous êtes maître de vos décisions. Je suis entièrement d'accord, puis je ne reproche pas cette partie-là. C'est vrai que je l'ai annulée, j'ai aucun problème à l'admettre. Mais quand vous dites que la direction générale ou la ville va me répondre, dans un des échanges derniers qu'on a eus, vous m'avez dit que vous ne portez pas garant des réponses de la ville, puis qu'ultimement, c'est le Conseil qui allait décider. Fait que dans ce contexte-là... Ce que ça veut dire, c'est que je ne peux pas porter la responsabilité des réponses qui sont fournies par tous les employés. Je veux dire, je ne suis pas là. Tu sais, qu'un employé vous donne une réponse, ça n'engage pas la ville. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, c'est pas comme ça que ça a été dit. Bien, je suis prêt à m'excuser si vous avez mal compris, mais moi, je ne porte pas la responsabilité de tout acte et engagement d'un employé municipal. Je veux dire, ils ont des assurances, ils ont des responsabilités professionnelles. Moi, ce que je suis capable de porter, là, c'est la responsabilité des résolutions qu'on vote à chaque mois. C'est la même chose pour les membres du conseil. Après ça, moi, s'il y a un employé qui vous transmet de mauvaises informations, on veut le savoir dans la mesure où est-ce que ça a été fait, est-ce que c'est vrai, on va rectifier le tir, on va avoir une discussion avec la direction générale, on va corriger les choses, puis s'il y a lieu, on est capable de porter le message comme quoi que l'information était fausse. Mais moi, je ne présumerai pas ici, là, en ne sachant pas tout le contexte, si c'était vrai ou pas. C'est surtout ça, là. Moi, je ne mettrais pas dans le trouble un employé de la ville de Saint-Colomban en n'ayant pas le contexte. Puis c'est pas ça que vous avez dit, je le sais. C'est juste que, il faut quand même qu'on ait une prudence ici, là.
on ne peut pas se porter garant de tout, puis on ne prétend pas tout savoir non plus. Là, Parce que une des conclusions à laquelle je viens, puis j'écoutais votre échange précédent, j'ai l'impression que la Ville, le Conseil, sont plutôt des concurrents que des partenaires dans le projet. Dans le sens où vous m'avez dit vouloir acquérir des terrains, faire une certaine promotion, les revendre dans 10-15 ans, accumuler de l'argent. Fait que dans cette optique-là, c'est, en tout cas, à mon sens, à moi, c'est plus, je viens demander de la réglementation à mon concurrent. En tout cas, si jamais vous avez eu confiance d'une offre d'achat de la Villa Saint-Colomban sur les terrains convoités, dites-moi là, parce que je ne le sais pas. C'est ça la réalité. Après ça, si on a une décision à prendre sur les frais de parc, parce qu'on se fait proposer un plan de lotissement, c'est dans nos pleins droits, puis je suis un peu tanné de me faire poser cette question-là. Si on ne ferait pas notre job, on se le ferait reprocher. Mais, comme je dis, je vous parle pas des frais de parc X, Y, Z. Mais tant mieux, parce que des offres d'achat, pour les terrains que vous concernent, qui semblent vous intéresser, là, il n'y en a pas eu. Puis c'est pas dans les plans, ça n'a jamais été discuté, puis je pense pas que ça va être discuté demain. Ni dans la semaine prochaine. Donc, vous me dites aujourd'hui que si je fais une offre d'achat, vous n'avez pas d'intérêt pour les terrains, puis à partir de ce moment-là... En achat, non, mais si vous avez fait un achat, vous déposez un plan de lotissement, on va faire valoir nos droits d'analyser ou pas si le fait de prendre 10 en espace vert jusqu'à 20 est une bonne occasion pour la Ville de Saint-Colomban. Ouais, c'est pas une transaction financière. Non, je n'ai pas dit que c'était financier, mais le fait d'acquérir 20 en terrain à travers un mécanisme de la Ville dans le but d'en faire la promotion sur 10, 15, 20 ans, bien, c'est une autre forme d'achat en tant que moi. Ça, c'est votre interprétation. Moi, je vous dirais que c'est une loi, puis c'est un droit qu'on protège en fonction de la loi d'aménagement urbain. Elle indique qu'on doit prendre des frais de parc puis de l'utiliser dans ce sens, puis elle n'autorise pas de la promotion immobilière. Bien, j'ai jamais dit ça. Vous l'avez dit. Pas aujourd'hui, mais ça a été dit dans des séances antérieures. Les frais de parc ne veulent pas dire nécessairement... Je m'excuse, le micro n'est pas allumé. Des frais de parc ne veulent pas nécessairement dire un parc avec des balançoires non plus, là. Non, c'est pas ce que je prétends. C'est pas ce que je prétends. Ce que je prétends actuellement, c'est que lors d'une discussion qu'on a eue précédemment, on m'a dit, vous en l'occurrence, que de par aller chercher des terrains ou de l'argent, selon le cas, à travers le règlement, permettrait à la Ville d'accumuler des terrains et d'en faire un gain, s'en servir pour faire un gain financier, pour financer d'autres projets. Exact. Ce que vous faites référence, M. Gingras, ce n'est pas de faire de la spéculation financière. Vous demandez aux autres de vous laisser parler et vous m'interrompez actuellement. Je vais vous laisser parler. Je vous ai ça va être votre dernière question. On s'entend? Ça fait 20 minutes. Là. Parfait. On va museler comme ça, puis c'est correct. Mais 20 minutes, c'est pas vraiment muselé. Parfait. Fait que vous m'avez dit que vous vouliez récupérer des terrains, en faire la promotion, les garder un certain nombre de temps sur 10, 15, 20 ans, puis que la Ville, pas la Ville, mais nous, en tant que citoyens, on vous le reprocherait si vous ne le faites pas. Moi, la lecture que j'en fais, c'est que vous devenez des concurrents carrément à faire la promotion. Puis est-ce que c'est le mandat d'une Ville? Bien, c'est un peu la même question que votre voisine précédente, là, dans le même quartier. En fait, là, ce que je veux dire, là, c'est que nous, là, quand on prend des espaces verts en terrain, on peut prendre 10 OK? Oui, je ne remets pas rien en doute. Si on les revend là, dans 15-20 ans, je ne pense pas être là dans 20 ans. Fait que ça me surprendrait que ce soit moi qui fasse ça. Bon, il faut que je protège l'intérêt collectif, puis les décisions qui seront prises dans 20 ans, si je ne suis pas là, je ne les porterai pas. Cela dit, si la Ville vend des terrains qu'elle a acquis dans une perspective de 10 d'espace vert, l'argent qu'elle fait, elle a l'obligation de le remettre dans le fonds de parc et terrain de jeu. Fait que c'est pas une spéculation propre, c'est plutôt d'entretenir le fonds de parc et terrain de jeu dans le temps. Puis ça, tant qu'à moi, c'est quand même une décision responsable dans le temps de s'assurer que dans une ville qui n'est pas sujette à un développement effréné, il y a une planification à long terme du fait d'alimenter le fonds qui permet de développer, rénover, mettre à jour le fonds de parc et terrain de jeu. Ça, c'est ça que la loi a dit. Okay. On ne pourrait pas prendre cet argent-là, vendre ces terrains-là, puis augmenter le salaire de la directrice générale, acheter des bureaux ou acheter des camions. On ne peut pas faire ça. Fait que je vous rassure, ça peut être une spéculation financière dans le but
de générer une santé financière du fonds de parc et terrain de jeu dans le temps. Ça, c'est clair. La loi le dit, elle le permet. Mais on ne peut pas prendre ça, faire un transfert, puis s'acheter n'importe quoi ou faire n'importe quoi avec cet argent-là. OK. C'est ça que je voulais clarifier quand j'ai voulu intervenir trop tôt. OK. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'on va en ligne? Daniel Pichette, rue du Lac-Rainfray. À quel moment est-ce que les travaux vont commencer pour la piste cyclable sur notre rue? Oui, je m'excuse, Mme Pichette. Normalement, on privilégie les questions qui avaient été envoyées préalablement à la séance. C'était une de ces questions-là. Bien, comme vous avez vu en point 3.1, la première étape, c'était d'abord de faire l'acquisition des servitudes pour permettre le prolongement de la piste cyclable sur la rue du Lac-Rainfray, puis ensuite sur des Roselins. Du Roselin, des Roselins. Donc, on vient faire l'acquisition des servitudes. Ensuite, on va aller en plein devis, puis en octroi de contrat pour la réalisation. Fait que j'anticipe si c'est un peu fin été, début automne. Sous toute réserve, là, si tout va bien, puis il n'y a pas d'accro. Charles-Étienne Gervais, rue de Liège. Ma question porte sur l'état d'avancement des travaux de la rue de Liège. J'aimerais savoir où en est le dossier actuellement. Est-ce que les discussions entre la Ville et l'entrepreneur concerné ont progressé pour permettre la complétion des travaux? Disposez-vous d'un échéancier précis pour la réalisation de ces travaux? Merci. Oui, je n'entrerai pas dans les détails des négociations, mais l'échéancier qu'on a encore clarifié un petit peu plus tôt avant la séance municipale, c'est été 2026. 2026, et non pas 28. Étienne Urbain, Côte-Saint-Patrick. Est-ce que les travaux prévus au pont de la rivière Bonnie-Brook sur la côte Saint-Patrick sont prévus avant la réfection de la montée de l'église et en quoi consistent les travaux exactement? Merci d'avance pour votre réponse. J'ai pas le nombre de jours après l'octroi de contrat, là, mais j'ai les termes qui étaient dans le document qui accompagnait. Laissez-moi 2 petites secondes, là, je vais sortir ça. Je les ai lus tantôt, mais je ne veux pas m'égarer. Ici. C'est l'autre document. Voilà. Oui, c'est le remplacement du platelage existant pour la côte Saint-Patrick et c'est le remplacement du chasse-roue. Donc, 28 mètres linéaires pour le chasse-roue, 69 mètres carrés pour le platelage existant. Malheureusement, l'échéancier, je ne l'ai pas. Je ne sais pas si on ne l'a pas. On va vous revenir. M. Urbain, je sais où vous habitez. Jean-François Beaulieu, rue du Domaine des Sources. À la suite des travaux de construction de nouvelles maisons il y a quelques années, le promoteur a déboisé des terrains en début de rue, ce qui a eu pour effet d'élargir l'emprise de la rue. Cette situation entraîne maintenant un problème majeur. Lors de la fonte des neiges et des épisodes de pluie, l'eau s'écoule directement dans la rue. Aucun fossé ni dénivelé naturel n'a été prévu pour permettre un drainage adéquat. Résultat, la rue devient extrêmement boueuse au printemps et difficilement carrossable, ce qui nuit à la circulation et endommage nos véhicules. Ma question est la suivante. La Ville prévoit-elle intervenir afin de corriger la situation, aménagement de fossés, reprofilage de la chaussée ou autre solution de drainage, pour assurer un écoulement adéquat des eaux et maintenir la rue en bon état? On est toujours dans une période un peu névralgique là, à la fonte des neiges parce que pour ce type de rue-là, là, qui n'a pas de fondation, là, la rue du Domaine des Sources, c'est une très vieille rue là, qui existe sur le territoire, qui était là probablement dans les années 50. Fait qu'ils ont une fondation qui n'est pas, je dirais, aux normes, là, puis ce qui a été autorisé à l'époque, malheureusement, je n'étais pas à la mairie, fait que je ne connais pas les détails. Cela dit, je pense qu'on a pu manquer une certaine opportunité de profiter de la construction des maisons pour avoir cette infrastructure-là. On se retrouve dans une situation avec la fonte des neiges où on ne peut pas nécessairement intervenir avec la niveleuse parce que la fondation de rue n'est pas solide. Donc, ça fait plus de lissage. Ça fait du lissage plus que d'autres choses. Donc, on est toujours dans une situation où il faut attendre qu'il y ait quand même une intégration, une infiltration de l'eau
avant d'arriver avec une machinerie là, qui a quand même un poids important, là, puis qui créerait plus de dommages que de réparations. Donc, on est dans cette situation-là. Quand tu as un plan pour avoir cette infra-là, moi, je n'ai pas connaissance qu'il y a quelque chose d'existant actuellement. C'est pas impossible qu'on puisse faire du rechargement granulaire, mais en termes de reprofilage des fossés, là, je pense qu'il faudrait faire des requêtes spécifiques au service des travaux publics. Puis je suis convaincu que le comité va pouvoir évaluer la faisabilité de ces projets. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précis qui est prévu dans la programmation? Non? Donc, faites une requête, puis on va analyser le besoin. Cela dit, c'est ça, on va analyser le besoin, puis on saura vous revenir s'il y a quelque chose de concret à vous présenter, mais ça n'a pas été discuté dans la dernière année, ça, je peux vous le confirmer. Bonjour, Sabrina Chevrier, rue La Jeunesse. Désolée si vous en avez déjà parlé. Je n'ai pas entendu le nom, Mme Sinclair. Sabrina Chevrier, Merci. rue La Jeunesse. Désolée si vous en avez déjà parlé. Je me demandais si vous aviez des nouvelles de la ville de Mirabel concernant la demande d'accès piétonnier entre la rue Marc-André et Mirabel en haut. Merci. C'est pas à la ville de Mirabel. Le terrain appartient au promoteur, c'est le promenade du Boisé. Donc, nous, notre intention, elle a toujours été claire. Ça a été de... Je pense que je vous ai répondu d'ailleurs, Mme Chevrier, cette semaine. Nous, l'intention, c'est de réaliser un sentier multifonctionnel, mais nous ne sommes pas propriétaires du terrain. Donc, l'intention du promoteur, c'est de réaliser une rue. Puis pour nous, actuellement, on n'a pas du tout l'intention que Saint-Colomban serve de déversoir à un quartier urbanisé de Mirabel en haut. Il y a des enjeux de sécurité sur Marc-André, puis ça prime face à un accès possible d'une rue là, qui, bien sûr, inclurait un sentier multifonctionnel, mais ça inclurait surtout une augmentation du trafic sur une rue résidentielle. Rudy Coffrier, rue des Irlandais. En fait, je n'ai pas répondu à Mme Chevrier, j'ai répondu à Mme Bastien. C'est ça. C'est ça. Puis là, vous êtes en communication avec. Donc, j'ai répondu à votre conseillère et votre conseillère va vous répondre. Ah, la boîte courriel? Ah oui, ça me fait ça, moi aussi. On n'efface pas nos documents en cumulant tout le... Non, je sais. C'est une boîte Hotmail? Oui. Il faut vider la cache, il faut vider... Quand on a une adresse Hotmail depuis 1994 puis qu'on n'a jamais effacé un courriel, ça peut arriver qu'elle soit pleine. Donc, peut-être Mme Chevrier, peut-être de faire un peu d'espace ou sinon d'entrer en communication directement avec Mme Bastien, elle saura vous répondre. Parce que votre conseillère a fait un suivi et je lui ai répondu cette semaine. Rudy Coffrier, rue des Irlandais. Qui détermine les coûts d'entretien pour l'entretien des aqueducs? Ça ne cesse d'augmenter pour l'aqueduc Downing. Qu'est-ce qui explique ces augmentations? Les coûts d'entretien, ils sont pas chargés en fonction du type d'aqueduc. Donc, c'est un budget commun, en fait. Là. Ça va, tous les bénéficiaires d'un aqueduc public à Saint-Colomban génèrent une réserve. Donc, c'est la réserve d'entretien de l'aqueduc. Il y a aussi le prix de la tarification. Donc, la Ville ne fait pas d'argent. Ce qu'on charge, c'est le résultat du contrat. Puis la réserve, bien, c'est une espèce c'est une réserve, le nom le dit, là, pour les entretiens éventuels des aqueducs publics sur le territoire de Saint-Colomban. Donc, l'entretien, l'augmentation ou la variation des tarifs, c'est souvent une modification nécessaire à l'augmentation des coûts du contrat. Ça fait le tour des questions en ligne. Pardon? Ça fait le tour des questions en ligne. Merci, Mme Sénécal. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait ajouter une question dans la salle avant que nous proposions la clôture de la séance? Non? Est-ce que quelqu'un propose la clôture de la séance? Isabelle Lapointe, je propose la clôture de la séance. Merci, Mme Lapointe. On se revoit, nous, en mai. Donc, je pense que c'est le 12 mai 2026. Donc, le deuxième mardi du mois à 19h. D'ici là, portez-vous bien. On espère pas trop d'inondations sur le territoire. À bientôt.